Denzel se tenait sur les marches de marbre du manoir de la Gold Coast, le doigt hésitant au-dessus de la sonnette. La ligne de base de « You remain me » de Cher lui trottait encore dans la tête depuis le trajet, une de ces chansons qui vous restent en tête. Il appuya sur la sonnette et écouta le carillon résonner à l'intérieur, comme dans un film. Pendant qu'il attendait, il passa une main sur son visage, sentant la barbe naissante qu'il n'avait pas eu la force de raser ce matin-là. Se lever à 5 heures du matin ne laissait guère de temps pour la toilette, mais Mélodie aimait bien quand il avait un peu de barbe. Elle disait que ça lui donnait un air viril et robuste. « Mon homme est beau quoi qu'il arrive », lui avait-elle dit 2 soirs plus tôt, en caressant sa mâchoire du bout des doigts pendant qu'ils regardaient la télévision sur leur canapé d'occasion. « Rasé de près ou de loin, peu importe, tu es sacrément beau, mon chéri. » Ce souvenir le fit sourire. À 27 ans, Denzel McCarthy avait un visage qui attirait tous les regards. Une ossature solide, des pommettes hautes, un nez droit, une mâchoire qui suggérait à la fois force et obstination. Ses yeux, d'un brun profond presque noir, possédaient une intensité qui inspirait soit une confiance immédiate, soit une légère appréhension. Ses lèvres pleines esquissaient un sourire naturel et discret, même lorsqu'il était sérieux. La barbe naissante qui lui couvrait la mâchoire et la lèvre supérieure donnait un côté plus brut à des traits qui, sans elle, auraient pu paraître trop parfaits. Mais c'était surtout son corps qui attirait tous les regards. 1,88 m de muscles secs et puissants, sculptés par un véritable travail, et non par l'apparence. Des épaules larges qui tendaient sa combinaison, des bras épais aux muscles saillants, de grandes mains robustes marquées par des années à manipuler clés et pièces de moteur. Un physique qui disait « Je peux te protéger », sans un mot. Ses tresses africaines étaient impeccables. Mélodie lui avait tressé les cheveux la veille, assise derrière lui sur le canapé pendant 3 heures, ses doigts travaillant méthodiquement tandis qu'il regardait distraitement un film. Elle était douée, patiente. C'était ces moments-là que Denzel avait l'impression qu'ils construisaient vraiment quelque chose ensemble. La porte s'ouvrit. Une jeune femme en uniforme de soubrette se tenait là, une latina d'une 20aine d'années, jolie avec son air de fille d'à côté. Son regard se posa sur le visage de Denzel, et elle en perdit ses mots. « Bonjour », finit-elle par dire d'une voix haletante. Un rougissement lui monta au cou. « Vous devez être, le plombier ?»« Oui, madame, Denzel McCarthy. » Sa voix était grave, suave, empreinte d'une autorité tranquille qui imposait l'écoute. « Madame Patterson a dit qu'il y avait un problème de canalisation ?»« Oui, ils vont venir. » Elle s'écarta, mais continua de le fixer. Son regard glissa de son visage à ses épaules, puis à ses bras, avant de remonter brusquement, comme si elle avait été prise en flagrant délit. Denzel fit mine de ne rien remarquer. Il obtenait parfois ce genre de réaction de la part des femmes et avait appris à la gérer avec une distance polie. La femme de chambre, dont le badge indiquait Rosa, le conduisit à travers la demeure. Les bottes de travail de Denzel claquaient lourdement sur le marbre immaculé. Des lustres en cristal pendaient au-dessus de leur tête. Des œuvres d'art originales ornaient les murs. Des meubles qui coûtaient probablement plus cher que ce qu'il avait fabriqué en 6 mois. C'était le monde des riches, le monde dont rêvait Mélodie. La salle de bain est à l'étage, dit Rosa en le guidant vers un escalier en colimaçon digne d'un clip vidéo. 2e porte à droite. Elle s'arrêta en haut et lui effleura le bras. « Je m'appelle Rosa, si vous avez besoin de quoi que ce soit. Je suis généralement dans la cuisine. » Son message était clair. Le contact s'éternisa, une seconde de trop. Denzel lui adressa un sourire bienveillant mais ferme. Il leva la main gauche, dévoilant sa simple alliance en argent. « Je comprends, Rosa, mais je suis mariée et heureuse, donc j'aurai juste besoin de savoir où sont les outils si je n'ai pas ce qu'il me faut dans mon sac. » Le visage de Rosa s'assombrit légèrement, mais elle reprit avec une grâce professionnelle. « Bien sûr, les outils sont dans le garage, je peux vous les montrer si besoin. » « Merci. » Elle partit, jetant 2 coups d'œil en arrière en descendant les escaliers. Denzel entra dans la salle de bain et laissa échapper un léger sifflement. L'espace était plus grand que leur chambre à coucher entière. Tout était en marbre. Une baignoire assez grande pour 4 personnes. Une douche à 6 jets différents. Des robinetteries en or qui coûtent probablement plus cher que sa voiture. Mélodie serait folle de rage si elle voyait ça, pensa-t-il en sortant son téléphone pour prendre une photo. Je vais lui montrer comment vivent ces riches. Il s'est agenouillé près de l'évier, a ouvert sa boîte à outils et s'est mis au travail. Le problème était simple, un raccord mal serré qui provoquait une petite fuite. Une intervention en 20 minutes maximum. Mais le neveu de Madame Patterson payait 500 $ pour le dépannage d'urgence, et Denzel n'allait pas s'en plaindre. C'était une belle somme, une vraie somme.
Après avoir remboursé à Jamal les 60 livres qu'il lui avait empruntés et payé 50 livres de sa facture d'électricité impayée, il lui resterait assez d'argent pour emmener Mélodie chez Cortino. Ce restaurant italien dont elle parlait depuis des semaines. L'endroit où ses collègues allaient prendre un verre après le travail. L'endroit où elle se sentirait vue, appréciée. Comme si elle ne faisait pas que survivre, mais qu'elle vivait vraiment. Denzel resserra le joint. J'ai testé le robinet. Parfait, aucune fuite. Il s'est rassis sur ses talons, satisfait. Encore du travail bien fait. C'est alors qu'il entendit des voix dans le couloir. Des rires, une voix d'homme grave. Et un rire de femme. Ce rire musical si particulier que Denzel écoutait depuis l'adolescence. Ses mains se figèrent sur la clé. Non, impossible. Elle est au travail. Elle a dit qu'elle avait des réunions toute la journée. Les voix se firent plus fortes, plus proches. La femme rit de nouveau. Un rire de pure joie. Le genre de rire que Mélodie laissait échapper quand elle était vraiment heureuse. Le cœur de Denzel se mit à battre la chamade. Ce n'est pas elle. Cette ville compte 3 millions d'habitants. Ce n'est pas elle. Mais son corps le savait avant même que son esprit ne l'accepte. Ses mains se mirent à trembler. Sa respiration devint superficielle. La porte de la salle de bain s'ouvrit brusquement. Et le monde de Denzel s'écroula. Mélodie se tenait sur le seuil, vêtue d'une robe de soie bordeaux qui lui couvrait à peine les cuisses. Ses cheveux ondulaient en de parfaites vagues autour de son visage. Sa peau couleur miel rayonnait comme si elle sortait d'un spa. Elle était toute en courbe et en beauté. Elle incarnait toutes les fantaisies que Denzel avait pu avoir d'elle. Elle était accrochée au bras d'un autre homme. Cet homme était grand, à peu près de la même taille que Denzel. Il avait la peau claire et une carrure athlétique. Il portait un pantalon de marque et une chemise déboutonnée, juste assez pour dévoiler son torse. Tout chez lui respirait l'argent et la réussite, et j'avais gagné. Denzel connaissait ce visage. Tous trois restèrent figés. Les yeux de Mélodie s'écarquillèrent. Ses lèvres s'entr'ouvrirent sous le choc. Pendant une fraction de seconde, Denzel vit tout sur son visage. Panique, culpabilité, terreur. Puis tout disparut, remplacé par un regard calculateur. Mais l'homme souriait. Lentement, cruellement et triomphant. Eh bien, dit Vaughn, la voix dégoulinante de satisfaction. Regardez qui nous avons là, Denzel Makati, en chair et en os. Denzel était paralysé, incapable de respirer. Son esprit le suppliait de réagir, de parler, d'agir. Mais son corps ne répondait pas. Vaughn parvint-il finalement à articuler d'une voix étranglée. L'unique et l'incomparable. Eh bien, je m'appelle Vaughn Sterling maintenant. J'ai changé de nom quand j'ai été adopté, tu te souviens? Le sourire de Vaughn s'élargit, tandis qu'il dévisageait Denzel de haut en bas. Il remarqua la combinaison, la sacoche à outils, les mains tachées de graisse. Toujours à régler les problèmes des autres pour quelques centimes, je vois. Il y a des choses qui ne changent jamais. Quoi? Le regard de Denzel se posa sur Mélodie. Qu'est-ce que c'est? Mel, que fais-tu ici? Le visage de Mélodie s'était figé. Je ne comprends pas. Tu m'as dit que tu travaillais aujourd'hui, que tu avais des réunions. C'est fou, non? S'exclama Vaughn en riant. Mélodie, ma chérie, tu ne lui as rien dit? Me dire quoi? Denzel se leva, son mètre 88 lui paraissant soudain à la fois immense et minuscule. Que nous sommes ensemble, répondit simplement Vaughn. Il attira Mélodie contre lui, possessif, sa main glissant jusqu'à sa hanche. Ça fait un moment déjà, des mois même. Ces mots frappèrent Denzel comme des coups de poing. Des mois, répéta-t-il en fixant l'endroit où la main de Vaughn tenait celle de sa femme. Elle a dit que vous n'étiez plus ensemble, poursuivit Vaughn d'une voix désinvolte, comme s'il parlait de la pluie et du beau temps et non de la destruction totale de la vie de Denzel. Tu as dit que vous aviez rompu, que tu ne pouvais plus subvenir à ses besoins. Oui, qu'elle en avait assez de se contenter de la galère alors qu'elle pouvait réussir. Denzel regarda Mélodie, la regarda vraiment. Nous sommes mariés depuis 2 ans. Nous sommes mariés, dit Mélodie doucement. Au passé. Au passé? Demanda Denzel d'une voix plus forte. Mélodie, je t'ai vue hier. Tu m'as tressé les cheveux. Tu m'as embrassé ce matin pour me dire au revoir. Tu as dit, sa voix s'est brisée. Tu as dit que tu m'aimais. J'ai menti, dit Mélodie d'une voix froide et distante. Je mens depuis un moment, Denzel, parce que c'était plus facile que de supporter ta peine. Vaughn laissa échapper un rire sec et cruel. Je te l'avais dit, Denzel, quand on avait 16 ans et qu'elle t'a choisi toi plutôt que moi. Tu te souviens de ce que je t'ai dit? Denzel s'en souvenait.
Bien sûr qu'il s'en souvenait. Ce n'est pas fini. Je vais réussir, et quand j'y arriverai, je te prendrai tout, à commencer par elle. C'est toi qui as tout manigancé, dit Denzel d'une voix menaçante. Vous m'avez sollicité pour ce travail. Vous vouliez que je voie ça. C'est chose faite, admit Vaughn avec entrain. J'avais spécifiquement demandé un plombier nommé Denzel McCarthy de précision Auto-Repair. Quelle chance j'ai eu d'apprendre que vous proposiez également des services de plomberie. Cela m'a grandement facilité la tâche. Tu es malade. Moi, j'ai réussi, corrigea Vaughn. C'est très différent. Et Mélodie? Il l'embrassa dans le cou, les yeux rivés sur le visage de Denzel. Elle est d'accord, n'est-ce pas, chérie? Mélodie détourna le regard. Elle ne pouvait pas croiser celui de Denzel. Tu le connaissais, lui dit Denzel. Quand on était petit, tu savais que Vaughn avait un faible pour toi. Tu m'as dit que tu ne le supportais pas, qu'il était arrogant et cruel et que tu ne... Les gens changent, l'interrompit Mélodie. Vaughn a changé, il a mûri, il a réussi sa vie, contrairement à toi. Contrairement à moi? Denzel fit un pas vers elle. J'ai travaillé dur, parfois jusqu'à 3 emplois, pour payer tes études, te loger. C'est toi qui m'as maintenu dans la misère, s'écria Mélodie. Tu m'as enfermé dans ce minuscule appartement meublé de briques et de brocs, et tu m'as refusé des opportunités qui auraient pu nous rapporter de l'argent. Le mannequinat, répondit Denzel d'un ton neutre. Le contrat de mannequin que j'ai refusé, c'est de ça qu'il s'agit? Oui, le mannequinat. Tu aurais pu gagner des milliers, Denzel. Tu aurais pu nous offrir une vraie vie, mais tu étais trop fier. J'étais mal à l'aise d'être objectifié. Toi, tu étais bien dans ta situation financière précaire. Les yeux de Mélodie s'enflammèrent. J'étais à l'aise avec les difficultés, mais mal à l'aise avec la honte que je ressentais chaque fois que mes collègues me posaient des questions sur mon mari. Je ne t'ai jamais demandé d'avoir honte. Tu n'avais pas besoin de le demander, c'était comme ça. La voix de Mélodie se brisa légèrement. Sais-tu ce que c'est que d'aimer quelqu'un qui refuse de viser plus haut? Qui se contente de survivre? Je croyais qu'on construisait quelque chose ensemble, murmura Denzel. On a contribué à créer la pauvreté ensemble, a rétorqué Mélodie. Et ça suffit. J'en veux plus. Vaughn peut m'en donner plus. Vaughn sourit, triomphant. Je te l'avais dit, je gagne toujours. Depuis l'enfance, à chaque compétition, basket, notes, filles, je gagne toujours. Elle n'est pas un trophée, dit Denzel entre ses dents serrées. N'est-ce pas? Vaughn inclina la tête. Jeune, belle, ambitieuse. La fille que nous désirions tous les deux à l'époque. Et devinez qui elle a choisi une fois qu'elle a compris la leçon? Pas le mécanicien qui jouait en Grèce, mais l'homme capable de subvenir à ses besoins. Denzel hallucina. Il se jeta sur Vaughn et attrapa son col avant que Rosa et 2 gardes de sécurité ne fassent irruption dans la salle de bain. Les gardes le saisirent et le tirèrent en arrière. Ne me touchez pas, Denzel haussa les épaules, le souffle court. Faites-le sortir de chez moi, dit calmement Vaughn en ajustant son col. Et s'il revient, on appelle la police. Mélodie, dit Denzel, la voix brisée. S'il te plaît, regarde-moi. Elle ne le ferait pas. Après tout ce qu'il a fait, poursuivit Denzel. Après ta mère, après lui avoir promis de prendre soin de toi, après des années à me tuer à la tâche pour que tu ne manques de rien, tu le choisis vraiment, lui? Les yeux de Mélodie s'emplirent de larmes, mais sa voix resta ferme. Je choisis un avenir que vous ne pouvez pas me donner. Les gardes ont de nouveau saisi les bras de Denzel. Cette fois, il n'a pas résisté. Ils l'escortèrent à travers le manoir, devant les lustres, les œuvres d'art, les sols en marbre, et devant Rosa, qui détourna le regard, gênée. Ils le conduisirent jusqu'à la porte d'entrée, l'ouvrirent et lui firent signe de partir. Denzel se retourna une dernière fois. Vaughn se tenait en haut des escaliers, le bras autour de Mélodie, arborant un sourire radieux, comme s'il venait de gagner au loto. Denzel sortit. La porte se referma derrière lui avec un clic discret, semblable à celui d'un cercueil qu'on ferme. Il se tenait sur les marches de l'entrée, sa sacoche à outils à la main. Un engourdissement l'envahit comme de l'eau glacée dans ses veines. Il descendit l'allée, franchit le portail en fer et sortit dans la rue. Ses pieds bougeaient machinalement. Son esprit était complètement vide. Il était en proie au vertige. Elle m'a renié, ma femme. Elle m'a regardé comme si je n'étais rien, comme si je n'étais personne. Comme si 3 ans n'avaient aucune valeur. Denzel a descendu le trottoir sans se retourner. Les freins ont crissé, le caoutchouc a brûlé. Une Toyota Camry noire s'est arrêtée si près que Denzel a pu voir son reflet dans le capot. La portière du conducteur a volé en éclats. Tu as perdu la tête?
Une femme surgit, grande, à la peau sombre, belle malgré sa fureur. Elle portait un legging noir et un sweat à capuche oversize où l'on pouvait lire « Services sociaux de Chicago ». Ses cheveux étaient tirés en arrière en une haute queue de cheval, dévoilant des traits fins et des yeux flamboyants de colère. Elle s'est précipitée vers lui. « Tu as traversé la rue sans regarder. Qu'est-ce qui te prend ?» Elle s'est approchée de lui de très près, l'envahissant et le bousculant. « Je te parle. Tu as envie de mourir ou quoi ?» Leurs regards se croisèrent, étrangement, et une larme solitaire coula sur la joue de Denzel. La femme s'interrompit au milieu de sa phrase. Sa colère s'évapora instantanément. Elle dit doucement, son visage se transformant complètement. « Non, et, ça va ?» Denzel resta muet. Une larme coula, puis une autre. « Et ?» dit-elle d'une voix douce. « Que s'est-il passé ? Tu es blessé ?» Denzel secoua la tête. « D'accord, ça va. » Elle lui toucha le bras délicatement. « Mais tu ne peux pas rester planté au milieu de la rue. Allez, laissez-moi vous aider. » Elle le guida jusqu'au trottoir, le fit asseoir, puis s'assit à côté de lui. « Je suis Ebony, » dit-elle doucement. « Je suis assistante sociale, et vous avez l'air d'avoir vécu la pire journée de votre vie. Ma femme, Denzel, s'en est sortie. Je l'ai retrouvée. Avec quelqu'un d'autre, devina Ebony. Denzel acquiesça. « Je suis vraiment désolée, » dit Ebony. « Mon Dieu, je suis tellement désolée. » Ils restèrent un instant silencieux. Puis Ebony sortit une carte de sa poche. « Écoute, je ne te connais pas, mais je reconnais une crise quand j'en vois une. Voici mon numéro. Si tu as besoin de parler à quelqu'un, ou si tu as juste besoin de ne pas être seul, appelle-moi, d'accord ?» Denzel prit la carte, les mains tremblantes. « Où habites-tu » demanda Ebony. « Je peux te déposer ?» Denzel donna son adresse machinalement, accablé par ce qui venait de se passer. Il avait l'impression que son monde s'écroulait. Sans Mélodie, la vie n'avait plus aucun sens. Ce qu'il ignorait, c'est que sa vie allait bientôt basculer pour le meilleur. Car à des milliers de kilomètres de là, un événement allait tout bouleverser. À Johannesburg, en Afrique du Sud, un Gulfstream G650 privé était stationné sur le tarmac de l'aéroport international Hors Tambo, le jet privé le plus cher du marché. Un bijou de technologie, élégant et puissant, d'une valeur de 70 millions de dollars. À l'intérieur, la reine Nolutando Métambu, assise dans une posture parfaite, contemplait son royaume en contrebas. Elle était à couper le souffle. Grande, majestueuse, elle portait un tailleur crème orné de délicates broderies de perles zoulou. Ses cheveux étaient coiffés en une couronne élaborée. Sa peau était parfaite. Tout en elle respirait la puissance et la grâce. En face d'elle se trouvait Nombuzo, sa conseillère principale, une femme d'une 60aine d'années aux cheveux argentés et au regard perçant et intelligent. « Majesté, » dit Nombuzo avec précaution, « je dois vous poser la question une dernière fois. Êtes-vous certain de ce voyage ? Les services de renseignement américains sont, au mieux, peu fiables. Nous avons une observation possible, mais aucune confirmation. » La reine Nolutando se détourna de la fenêtre. Ses yeux, sombres, farouches et emplis d'une volonté maternelle inébranlable, croisèrent celui de Nombuzo. « J'en suis certaine, » dit-elle d'une voix calme mais absolue. « Pendant 25 ans, j'ai couru après des chimères et des impasses. Pendant 25 ans, j'ai espéré, prié et refusé d'abandonner. Et cette fois, Nombuzo, cette fois je le sais. Qu'est-ce qui la différencie des autres ? » demanda doucement Nombuzo. La reine sortit sa tablette et afficha une photographie. C'était une photo de mannequin, un homme photographié de dos et de profil. Torse nu, il exhibait des épaules et un dos musclé. Et sur son omoplate gauche, une marque était parfaitement visible. Une cicatrice en relief en forme de bouclier et de lance zoulou traditionnelle. L'Isilangu, la marque de la royauté. La marque qui avait été rituellement apposée au prince héritier Kanyezili le jour de sa naissance, comme le voulait la tradition. « Ceci, » dit la reine, le doigt tremblant tandis qu'elle touchait l'écran. « C'est la marque de mon fils. Je l'ai tracée 1000 fois du bout des doigts quand il était bébé. J'ai mémorisé chaque courbe, chaque ligne. Je la reconnaîtrai n'importe où dans le monde. Et là, sa voix s'est brisée. Le voici, mon Kanyésil. » Nombuzo examina attentivement la photo. La marque était distinctive, unique, indéniable. « Comment l'avons-nous trouvée ? » demanda-t-elle. « Notre équipe technique effectue des recherches d'identification dans les bases de données des réseaux sociaux américains depuis 3 ans, expliqua la reine. Reconnaissance faciale, analyse des marques corporelles.
Cette photo a été publiée il y a 4 mois par une agence de mannequins de Chicago, dans l'Illinois. Il le décrivait comme un talent encore inconnu, doté d'une cicatrice naturelle remarquable. Mais il n'a fait qu'une seule séance photo. J'ai ensuite refusé toutes les autres propositions. A-t-on un nom? Il a rempli le formulaire sous le nom de Denzel, tout simplement Denzel. Il a grandi dans un orphelinat après le décès de son tuteur, alors qu'il avait 8 ans, soit environ 27 ans. L'âge était idéal. Si l'infirmière Tondi s'était enfuie à bord d'un cargo, comme le suggéraient les services de renseignement, elle aurait pu se retrouver en Amérique. Et cette marque, je vais à Chicago, dit la reine. Je fouillerai cette ville rue par rue s'il le faut. Mais je ne partirai pas avant d'en être certaine, avant de l'avoir vu de mes propres yeux, avant d'avoir la certitude absolue que cet homme est mon fils, ou qu'il ne l'est pas, et si ce n'est pas lui. Demanda doucement Nimbuzo. Votre Majesté, vous avez déjà tant souffert. C'est lui, interrompit la reine d'une voix d'acier. J'y mettrai mon trône en jeu. Une mère le sait, Nimbuzo. Après 25 ans de recherche, de souffrance, après avoir vécu avec un vide immense dans mon cœur, là où devrait être mon enfant. Je sais, cette fois c'est différent. Cette fois, je ramène mon fils à la maison. Sizwe, le chef de la sécurité royale, entra dans la cabine. Un homme d'1,95 m, tout en muscles et en force, vêtu d'un costume impeccable orné de perles zoulous traditionnelles au poignet. Majesté, nous sommes prêts à partir. Le convoi à Chicago est prêt. Nous avons sécurisé le dernier étage de l'hôtel Langham. Les protocoles de sécurité sont en place. Et la discrétion? Demanda la reine d'un ton sec. C'est tout bon, l'assura Sizwe. Pas de communiqué de presse, pas d'apparition publique, tant que vous n'aurez pas donné votre accord. Nous mènerons les recherches discrètement. La reine acquiesça. Alors allons-y. J'ai attendu 25 ans. Je n'attendrai pas un jour de plus. Les réacteurs vrombis. Au moment où l'avion décollait, ma reine Nolutondo appuya sa main contre le hublot, regardant l'Afrique du Sud disparaître en contrebas. J'arrive, Kanyésil, murmura-t-elle en zoulou. Jieza, Nyanawami, tiens bon encore un peu, mon fils. Maman arrive. L'avion mit le cap au nord, direction l'Amérique, direction Chicago, direction un mécanicien qui ignorait tout du bouleversement imminent de sa vie. Iboni ramena Denzel chez lui en silence, le regardant de temps à autre. Il fixait le vide, le regard absent, l'esprit ailleurs. Arrivée devant son immeuble à South Shore, elle lui toucha doucement le bras. « Ça va aller ?» demanda-t-elle. Denzel resta longtemps sans répondre. « Alors, je ne sais pas. »« C'est honnête, » dit Iboni. « Écoute, tu ne me connais pas, mais si tu as besoin de parler à quelqu'un, appelle-moi. »« D'accord, je suis sérieux. » Denzel hocha la tête, sortit de la voiture, la regarda s'éloigner avant d'entrer. L'appartement était vide et silencieux. Les clés de Mélodie n'étaient pas accrochées. Denzel se tenait au milieu du salon et contemplait leur vie. Le canapé d'occasion, la télévision pour laquelle il avait économisé pendant 6 mois, les photos au mur, eux à Navy Pier, à Millennium Park, à sa remise de diplôme. Tout cela avait-il été réel? Il se dirigea vers la salle de bain, ouvrit le robinet, s'aspergea le visage d'eau froide, se regarda dans le miroir, il avait l'air anéanti. Denzel retira sa combinaison, puis sa chemise, et aperçut la marque sur son omoplate gauche dans le miroir. Il se retourna et la regarda par-dessus son épaule. Il l'avait eue toute sa vie, une marque sombre, particulière, bien visible. Ce n'était pas une brûlure, ni une cicatrice ordinaire, comme si quelqu'un l'avait fait exprès. Tondi, la femme qui l'avait élevé jusqu'à sa mort, alors qu'il avait 8 ans, l'appelait sa marque spéciale. « Ça veut dire que tu es important, mon bébé », avait-elle dit en caressant son visage du bout des doigts. Quelqu'un t'a tellement aimé qu'il t'a marqué comme sien. Un jour, quand tu seras prêt, je te dirai ce que ça veut dire. Mais Tondi était morte dans un accident de voiture avant d'avoir pu lui en dire plus. Et Denzel avait passé 19 ans à se poser des questions. Il avait bien essayé de faire une recherche sur Google une fois. Rien ne se produisit, juste un mystère avec lequel il avait appris à vivre. Il secoua la tête, enfila une chemise propre et s'assit sur le canapé, le regard vide, attendant hébéter quelque chose, n'importe quoi. Que ses émotions tourbillonnantes explosent, que Mélodie revienne, qu'il se réveille de ce cauchemar avec Mélodie dans ses bras. C'est alors que la porte s'ouvrit. « Denzel ?» demanda la voix de Mélodie. Il leva les yeux. Elle se tenait sur le seuil, un sac de voyage à la main. Elle avait changé de vêtements, un jean et un pull, les cheveux tirés en arrière, ressemblant de nouveau à sa Mélodie. Mais son regard, froid et déterminé, n'était pas du tout celui de sa Mélodie. « Il faut qu'on parle, dit-elle.
Ouais, répondit Denzel d'une voix monocorde et dure. Vraiment. Mélodie entra, posa son sac et croisa les bras. Je veux divorcer. Même s'il s'y attendait, ces mots le frappèrent comme des balles. Un divorce, répéta Denzel. Inutile de faire traîner les choses. Le pot aux roses est découvert. Je suis avec Vaughn. Il veut m'épouser, alors il faut que ça se termine. Elle fit un geste entre eux, pour que je puisse aller de l'avant. Avancez, dit Denzel d'une voix glaciale, avec l'homme qui m'a piégé. Celui qui a expressément demandé que je vienne chez lui pour m'humilier? Il ne l'a pas fait. Ne me mens plus, Mélodie. Denzel se leva, toute sa stature soudainement imposante. N'ose plus me mentir. Vaughn l'a avoué. Il a dit qu'il me l'avait demandé expressément, qu'il voulait que je te voie avec lui. Mélodie détourna le regard. Très bien. Oui, il voulait voir ta tête quand tu aurais compris que tu avais perdu. C'est ce que tu voulais entendre? Ce que je veux entendre, dit Denzel d'une voix menaçante, c'est pourquoi, Mélodie, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Tu n'as rien fait, s'écria Mélodie. Voilà le problème, Denzel, ton contentement d'être mécanicien, de vivre ici, dit-elle en désignant l'appartement du regard. Ce minuscule appartement dans un quartier malfamé, où tu te contentes du strict minimum. Je travaille dur. Je sais que tu travailles dur, mais travailler dur pour rester pauvre, ce n'est pas la même chose que travailler dur pour réussir. Alors c'est de ça qu'il s'agit, d'argent? Il s'agit d'avoir le choix, s'écria Mélodie. Il s'agit de ne pas avoir à vérifier mon compte bancaire avant de faire mes courses. Il s'agit de porter de beaux vêtements, d'aller dans de beaux endroits et de ne pas avoir honte. Je ne t'ai jamais demandé d'avoir honte. Tu n'avais pas besoin de le demander, c'était comme ça. Les yeux de Mélodie se remplirent de larmes. Sais-tu ce que c'est que d'aimer quelqu'un qui refuse d'être plus? Tu aurais pu être mannequin, Denzel, tu aurais pu gagner des milliers, mais tu étais trop fier. Je me sentais mal à l'aise, tu étais égoïste, l'interrompit Mélodie. Tu as fait passer ton confort avant notre avenir. Un silence pesant s'installa entre eux. Denzel la fixa, la dévisagea vraiment. Je t'ai tout donné. J'ai cumulé 3 emplois pour te permettre de faire tes études. J'ai veillé à ce que nous ayons de quoi manger et un toit au-dessus de nos têtes. Je t'aimais de tout mon cœur, et ce n'était pas suffisant. Non, murmura Mélodie, ce n'était pas le cas. La vérité planait comme une fumée épaisse. Mélodie attrapa son sac de voyage et commença à y fourrer d'autres vêtements. Voilà, c'est tout, dit Denzel. Des années ensemble, des vœux de mariage, tout cela ne signifie pas rien. Cela signifie que j'ai fait une erreur, dit Mélodie, et maintenant je la répare. Elle sortit de son sac une épaisse liasse de billets et la posa sur la table basse. Il y a $1000. Je sais que c'est difficile. Ça te dépannera en attendant que tu trouves une solution. Denzel considérait cet argent comme du poison. Et après le divorce, poursuivit Mélodie, Vaughn a dit qu'il t'enverrait des versements hebdomadaires. Appelle ça sa gratitude pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci, répéta Denzel d'une voix monocorde. J'essaie d'être gentil, Denzel. Gentil? La voix de Denzel se glaça. Tu crois que l'argent est un acte de bonté? Tu crois que me payer justifie tout ça? J'essaie d'aider. Je ne veux pas de ton aide. Denzel a arraché l'argent des mains et le lui a jeté au visage, les billets s'éparpillant dans les airs. Je ne veux pas de la pitié de Vaughn, je veux ma femme. Non, mais on dirait qu'elle est morte le jour où elle a décidé que le contenu du portefeuille d'un homme comptait plus que ce qu'il y a dans son cœur. Mélodie le fixa, les larmes ruisselant sur ses joues. Prends ton argent, dit Denzel d'une voix calme en désignant les billets éparpillés, et va-t'en. Denzel, va-t'en. Mélodie attrapa son sac, regarda l'argent au sol, la main hésitante au-dessus des billets. Puis elle se redressa, les laissa là, se dirigea vers la porte et s'arrêta, la main sur la poignée. Je suis désolée, murmura-t-elle. Va te faire voir, Denzel, tu es un homme bien. Tu mérites quelqu'un qui puisse t'aimer comme tu en as besoin. Mais cette personne, ce n'est plus moi. Elle est partie. La porte se referma. Denzel se retrouva au milieu de l'appartement, entouré de billets de $100 éparpillés. Il se dirigea vers la chambre, arracha les draps du lit, ses draps encore imprégnés de son odeur, les froissa en boule, les jeta dans le couloir, s'assit sur le matelas nu et se laissa aller à l'effondrement. Si vous pensez que Mélodie est sur le point de réaliser qu'elle a commis la pire erreur de sa vie, commentez, elle va le regretter, car justice sera faite. Et si vous vous demandez quel est le rapport entre une reine à la recherche de son fils et Denzel, abonnez-vous, car la rencontre de ces 2 histoires est tout simplement époustouflante. Le lendemain matin,
Denzel se présenta chez Précision Auto Repair à 5 heures, 2 heures avant le début de son service. Jamal, le propriétaire du garage, le trouva déjà sous un Ford F-150, et le bruit du métal contre le métal résonnait dans le garage vide. « D » appela Jamal. « C'est toi » Denzel ne répondit pas et continua de travailler. Jamal s'approcha et s'accroupit. « Mec, ton service ne commence qu'à 7 heures. »« Que faites-vous ici ?»« Je travaille. »« Je vois bien. »« Mais si tôt ? Pourquoi ? » ?»« Parce que ce camion a besoin d'une nouvelle transmission, et le client la veut pour midi. C'est un travail de 6 heures. Or, il est 5 heures du matin. Je ferais mieux de continuer à travailler. » Jamal perçut quelque chose dans la voix de Denzel, quelque chose de dur et de fragile, comme du verre sur le point de se briser. « Que s'est-il passé ?» demanda Jamal à voix basse. « Rien. » Denzel, je n'ai rien dit. La voix de Denzel résonna contre les murs du garage. « Je peux travailler, s'il te plaît ?» Jamal se leva lentement. « Ouais, mec, tu peux travailler. » Il s'éloigna en sortant son téléphone. Quelque chose clochait sérieusement. À 9 heures du matin, Denzel avait terminé la boîte de vitesse, permuté les pneus de 2 voitures et était à mi-chemin d'une vidange quand Madame Gray est arrivée. C'était une gentille dame noire d'un certain âge, membre de l'église, toujours souriante et aimable. Cela faisait 3 ans qu'elle confiait sa Camry à Denzel. « Bonjour Denzel », lança-t-elle d'un ton enjoué. « Comment va mon garagiste préféré ?» Denzel grogna sans lever les yeux. « J'espérais que vous pourriez jeter un œil à mes freins. Ils font un drôle de bruit. »« Je suis occupé, » répondit Denzel brièvement. Madame Gray cligna des yeux. « Oh bon, je peux attendre. »« J'ai dit que j'étais occupé, » rétorqua Denzel en la regardant enfin. « Vous ne voyez pas que je travaille sur quelque chose ?» Madame Gray recula d'un pas, la douleur se lisant sur son visage. Jamal apparut aussitôt. « Madame Gray, je suis vraiment désolé. Denzel passe une matinée difficile. Je m'occuperai personnellement de votre voiture. D'accord ? C'est gratuit. Pas de problème, Jamal, merci. » Elle jeta un regard inquiet à Denzel. « Il va bien ? » demanda-t-elle. « Ça ira, » répondit Jamal, mais il n'en avait pas l'air convaincu. Après le départ de Madame Gray, Jamal s'approcha de Denzel qui serrait des boulons avec acharnement. « Au bureau, maintenant. Je travaille. » Maintenant, Denzel. Il y avait quelque chose dans la voix de Jamal qui fit s'arrêter Denzel. Il jeta sa clé à molette et suivit Jamal dans le petit bureau au fond du garage. Jamal ferma la porte et croisa les bras. « Mais qu'est-ce que c'était que ça ? Quoi ? Tu t'es emporté contre Madame Gray. La gentille vieille Madame Odd Gray qui te donne 20 $ de pourboire à chaque fois et t'apporte des biscuits à Noël. Je me suis excusée. Tu ne t'es pas excusée. Tu l'as fusillée du regard comme si elle avait tué ton chien. » Jamal s'est appuyé contre son bureau. « Ce n'est pas toi, mec, alors je repose la question. Que s'est-il passé ?» La mâchoire de Denzel se crispa. « Rien. Est-ce Mélodie ?» À l'entente de son nom, quelque chose se fissura dans le mur soigneusement érigé par Denzel. « Elle m'a quitté, » dit-il doucement. « Je l'ai retrouvée avec un autre homme hier. Elle me trompe depuis des mois. Elle veut divorcer. Oh là là !» Le visage de Jamal se transforma complètement. « D, je suis désolé. C'est, mince, je suis vraiment désolé. Je vais bien. Toi, visiblement, tu ne vas pas bien. Je gère la situation en travaillant. » La voix de Denzel s'éleva. « Alors, je peux retourner travailler et ne plus en parler. » « Non, » répondit Jamal fermement. « Tu es épuisé. Tu es furieux. Tu t'emportes contre les clients. Prends le reste de la journée. Je ne veux pas de jour de congé. Ce n'est pas une demande, Denzel. C'est un ordre. Rentre chez toi. Repose-toi. H, occupe-toi de ce que tu as à faire. Revenez demain, quand vous serez plus calme. Jamal, Denzel, je vous aime comme des frères. Vous êtes les meilleurs mécaniciens que j'ai jamais eus. Mais pour l'instant, tu es un fardeau. Alors rentre chez toi. » Ils se fixèrent du regard. Denzel serra les poings le long de son corps. « Très bien, » lâcha-t-il sèchement. « Très bien. » Il se retourna pour sortir du bureau en trombe et faillit percuter Ebony, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, 2 sacs en papier brun à la main. « Oh » s'exclama-t-elle en reculant. « Excusez-moi, La porte était ouverte et... »« Que faites-vous ici ?» demanda Denzel, la voix toujours dure. Ebony plissa les yeux. « Eh bien, bonjour à toi aussi, ma belle.
J'ai apporté le petit déjeuner. Je me doutais que vous n'aviez pas mangé, mais si vous comptez être impoli, je peux partir. Il n'est généralement pas impoli, intervint rapidement Jamal, qui avait bien cerné l'ambiance. Il vit la pire semaine de sa vie. Jamal lui tendit la main. Jamal Williams, c'est chez moi. Et je viens de dire à cet imbécile têtu de prendre un jour de congé. Je t'entends, murmura Denzel. Bien. Puis tu as entendu la partie sur le retour à la maison. Jamal a rétorqué. Puis il s'est adressé à Ebony. Tu as l'air d'être quelqu'un de sensé. Peux-tu t'assurer qu'il parte vraiment et qu'il ne reste pas caché sur le parking à bricoler sa voiture? Ebony regarda Denzel, perçut la fatigue dans ses yeux, la tension dans ses épaules, la rage à peine contenue qui bouillonnait en lui. Oui, dit-elle doucement. Je peux faire ça. Merci. Jamal prit ses clés. Je vais appeler Madame Gray et m'excuser 1000 fois en votre nom. Denzel, j'espère ne pas vous revoir ici avant demain matin. Compris? Parfaitement clair, répondit Denzel entre ses dents serrées. Jamal est parti. Denzel et Ebony sont restés dans le bureau, un silence pesant s'installant entre eux. Tu n'étais pas obligé de venir, a finalement dit Denzel, d'une voix plus douce. Fatigué. Je sais. Tu ne me connais même pas. J'en sais assez, dit Ebony en brandissant les sacs. Ma mère a préparé le petit déjeuner, œufs brouillés, bacon de dinde, gruau de maïs et pain grillé. Je me doutais bien que tu n'avais pas mangé. J'avais raison. L'estomac de Denzel choisit ce moment précis pour gargouiller bruyamment. Malgré tout, Ebony sourit. C'est bien ce que je pensais. Allez, filons d'ici avant que ton patron ne revienne et ne débarque dans le lac Michigan avec vue sur les gratte-ciel de Chicago. Début octobre, il faisait encore beau et la brise du lac était fraîche, sans être froide. Assises sur les marches de calcaire, l'eau clapotant à leurs pieds, elles prirent leur petit déjeuner en silence. Finalement, Ebony prit la parole. Tu veux en parler? Non. D'accord. Encore du silence. Elle s'appelle Mélodie, dit soudain Denzel. Ma femme. Mon ex-femme, je suppose, bientôt. Nous sommes ensemble depuis l'adolescence. Ebony ne dit rien. Elle se contenta d'écouter. Sa mère tenait un stand de nourriture à Englewood. J'étais en famille d'accueil, j'avais toujours faim. Madame E. Chambers, la mère de Mélodie, me donnait souvent à manger gratuitement. Des portions supplémentaires. Il a dit que j'étais un garçon en pleine croissance. Denzel contemplait l'eau. Quand elle est décédée, Mélodie avait 17 ans et personne. J'ai promis à Madame Chambers de prendre soin de sa fille, et je l'ai fait. Pendant 10 ans, je l'ai fait. Que s'est-il passé? Demanda doucement Ebony. Elle a trouvé un emploi dans une concession automobile de luxe, elle a commencé à gagner de l'argent, à découvrir ce que pouvait être la vie avec de l'argent. Et j'imagine qu'elle m'a regardé, moi, mécanicien, plombier, peinant à payer mon loyer, et a décidé que je n'étais plus à la hauteur. Alors elle est partie. Elle m'a trompé. Avec mon rival d'enfance, un type nommé Vaughn qui me déteste depuis qu'on a 16 ans. Il a tout manigancé, il m'a même demandé de faire des travaux de plomberie dans son manoir, exprès pour que je les trouve ensemble. Ebony en est restée bouche bée. Tu es sérieux? Absolument sérieux. Je l'ai trouvé dans sa salle de bain, quasiment nue. Elle a nié me connaître. Elle a dit que j'étais son ex, son harceleur. Denzel serra les poings. Il me regarda droit dans les yeux et me dit que je ne comptais pas pour elle. C'est diabolique, dit Ebony d'un ton neutre. Genre, vraiment diabolique. C'est Mélodie. Denzel laissa échapper un rire amer. Ou du moins, c'est ce qu'elle est devenue. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle a toujours été comme ça et que j'étais trop bête pour m'en rendre compte. Tu n'étais pas stupide. Tu étais amoureux. Apparemment, c'est la même chose. Ebony lui donna un petit coup d'épaule. Pas toujours. Parfois, l'amour est la meilleure chose à faire. Tu l'as donné à la mauvaise personne. Denzel la regarda. Elle était belle, oui. C'était évident. Mais il y avait autre chose. Quelque chose dans la façon dont elle le regardait. Tel qu'elle le voyait. Non pas ce qu'il pouvait lui offrir ou ce qu'il pouvait faire pour elle. Juste, lui. Pourquoi es-tu si gentil avec moi? Demanda-t-il. Parce que tu as failli mourir sous ma voiture hier et que tu as l'air d'avoir besoin d'un ami. Tu ne me connais pas, et alors? Je suis assistante sociale. Je suis formée pour aider les personnes en situation de crise. Et vous, Denzel M. Coty, vous êtes en crise. Je vais bien. Ebony lui lança un regard. Tu t'es emporté contre une gentille vieille dame qui t'apporte des biscuits. Tu ne vas pas bien. Denzel a failli esquisser un sourire. Presque. C'est vrai.
Ils ont fini de manger. Ebony a rangé les poubelles. Je peux te poser une question? Demanda Ebony. Bien sûr. L'aimes-tu encore? Denzel réfléchit un instant. J'aime celle qu'elle était. La fille qui me tressait les cheveux pendant qu'on regardait des films. Celle qui riait à mes blagues nulles. Elle m'embrassait le matin comme si j'étais la personne la plus importante à ses yeux. Mais cette personne n'est plus là. Peut-être n'a-t-elle jamais existé. Peut-être bien, dit Ebony. Et peut-être qu'elle s'est tout simplement perdue. Ça arrive à tout le monde. Ils se focalisent tellement sur ce qu'ils croient vouloir qu'ils oublient ce qu'ils possèdent déjà. On dirait que tu parles en connaissance de cause. Mon ex, Ebony, l'a admis. Situation différente, mais même énergie. Il voulait que je sois quelqu'un d'autre. Il me poussait sans cesse à changer. J'ai fini par comprendre qu'il ne m'aimait pas. Il aimait l'idée de ce qu'il pourrait faire de moi. Et toi, qu'as-tu fait? Je suis partie. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite, mais j'en suis ressortie grandie. Ebony le regarda. Toi aussi, tu le seras. Un jour, oui. J'ai du mal à le croire pour l'instant. Je sais. Mais tu es encore debout. C'est déjà ça. Ils restèrent assis en silence un moment, à regarder les bateaux glisser sur le lac. Je repense sans cesse à tout ce que j'aurais dû faire différemment, dit Denzel d'une voix douce. Le travail de mannequin que j'ai refusé. Les heures supplémentaires que j'aurais pu faire. Peut-être que si je arrête, l'interrompit Ebony. Ne te fais pas ça. Tu ne peux pas te torturer l'esprit à essayer de comprendre comment être à la hauteur pour quelqu'un qui a décidé que tu ne l'étais pas. Ce n'est pas de ta faute. C'est de la sienne. Tu en es très sûr. Oui, parce que j'ai vu cette histoire des centaines de fois dans mon travail. Un peuple qui sacrifie tout pour quelqu'un qui ne l'apprécie pas. Et vous savez ce qui arrive? Ils se perdent. Ils se vident de leur substance. Vous voulez savoir ce qu'il y a de plus courageux à faire maintenant? Quoi? S'éloigner. Signer les papiers. Laissez-la partir. Ne suppliez pas. Ne la poursuis pas, laisse-la simplement découvrir par elle-même ce qu'elle a perdu. Crois-moi, Denzel, elle finira par s'en rendre compte. Sans doute quand il sera trop tard. Denzel y réfléchit longuement. Tu crois? J'en suis sûr. Ebony se leva et épousseta son pantalon. Mais d'abord, il faut que tu en aies fini. Vraiment fini. Que signifie ce que tu veux dire? Va la voir. Une dernière fois. Dis-lui ce que tu as à lui dire. Pose les questions que tu as besoin de poser. Ensuite, décide si tu partirais définitivement. Je ne sais pas si je peux. Tu peux, dit Ebony d'un ton ferme. Parce que tu es plus fort que tu ne le crois. Et parce que tu mérites mieux que de passer le reste de ta vie à te demander ce qui se serait passé si. 2 jours plus tard, Denzel se tenait devant le groupe automobile Prestige à River North, le cœur battant la chamade. Et il portait ses plus beaux vêtements. Un pantalon noir, une chemise bordeaux que Mélodie lui avait offerte pour leur premier anniversaire. Des chaussures de ville qu'il avait cirées le matin même. Ses tresses africaines étaient impeccables. Sa barbe de 3 jours était bien taillée. Il avait fière allure, et il le savait. Encore une fois, se dit-il. Dis ce que tu as à dire. Ensuite, décide si tu vas partir. Il poussa les portes vitrées. La réceptionniste leva les yeux. Oui, puis-je vous aider? Denzel expliqua le motif de sa demande, et elle acquiesça. Attends ici, dit-elle finalement. Elle décrocha le téléphone et murmura quelque chose. Denzel attendit, lui aussi à voix basse. Il s'en fichait. L'ascenseur sonna. Mélodie sortit, et Denzel, malgré tout, eut le souffle coupé. Elle était absolument sublime. Robe moulante, talons hauts, maquillage impeccable. Le genre de beauté qui avait fait tomber Denzel, 17 ans, amoureux au premier regard. Elle le vit et son visage trahit plusieurs émotions. Surprise, peur, et peut-être même un sentiment de culpabilité. Denzel, dit-elle en traversant rapidement le hall. Que fais-tu ici? J'avais besoin de te voir. De te demander quelque chose. Je te l'ai dit, c'est fini entre nous. Est-ce que tout cela était réel? Demanda Denzel, d'une voix calme mais intense. Ces années passées ensemble. Ces promesses. Ces nuits où tu me disais m'aimer. Était-ce sincère, ou n'étais-je qu'un palliatif en attendant mieux? Les yeux de Mélodie se remplirent de larmes. C'était sincère. À l'époque, c'était vrai. À l'époque, répéta Denzel. Quoi? Tu le pensais vraiment à l'époque, mais plus maintenant? Ça veut dire que les gens ont changé, Denzel. J'ai changé. Mes désirs ont changé. Non, dit Denzel d'une voix dure. Ce que tu voulais n'a pas changé.
Tu as toujours voulu de l'argent et un statut social. Je ne le voyais tout simplement pas, car j'étais trop occupée à cumuler 3 emplois pour subvenir à tes besoins, nourriture, logement et éducation. Ce n'est pas juste. N'est-ce pas? Denzel s'approcha. Ta mère me disait toujours, Denzel, que ma fille avait des goûts de luxe avec un budget serré, mais qu'elle avait un bon cœur sous ses airs de star. Je croyais qu'elle se trompait au sujet du champagne. Il s'avère qu'elle te connaissait mieux que moi. L'ascenseur a sonné à nouveau. Von Sterling sortit, les vit et afficha ce sourire cruel que Denzel détestait par-dessus tout. Tiens, dit Von en s'approchant. On ne t'avait pas dit de ne plus revenir ici. Je suis venu rendre quelque chose, répondit froidement Denzel. Il fouilla dans sa poche et en sortit la liasse de billets que Mélodie avait laissés. 1000 $. Il les avait trouvés encore par terre ce matin-là, intacts là où elle les avait laissés. Il le tendit à Mélodie. Ton argent de la pitié. Je n'en veux pas. Mélodie a refusé. J'essayais d'aider. Je n'ai pas besoin de ton aide, a dit Denzel. Il faut que tu comprennes quelque chose. Je t'ai tout donné, mon temps, mon argent, mon cœur. Je me suis épuisée à la tâche pour toi. J'ai tenu toutes mes promesses à ta mère, et ça n'a pas suffi. Très bien, je l'accepte. Mais n'ose même pas prétendre que me donner de l'argent peut réparer ce que tu as fait. Il laissa tomber l'argent, les billets éparpillés sur le sol en marbre. C'est de la pollution, dit Von d'un air suffisant. Je pourrais appeler la police. Denzel se tourna complètement vers Von, 1,88 m de rage à peine contenue. Tu as gagné, dit Denzel d'une voix calme. Tu as eu la fille. Tu m'as humilié. Tu as prouvé que tu étais plus riche et plus prospère. Félicitations, Von. Tu as battu ce pauvre gosse placé en famille d'accueil. Ça doit faire un bien fou. Carrément. En fait, dit Von. Tant mieux. Parce que quand tu seras allongé à côté d'elle dans ton manoir, entouré de ton argent, je veux que tu te souviennes de quelque chose. Quoi? Elle ne t'a pas choisi parce qu'elle t'aime, dit Denzel. Elle t'a choisi parce qu'elle aime ce que tu peux lui offrir. Et dès qu'une personne plus riche arrivera, tu seras comme moi, planté dans un hall d'hôtel, à te demander comment tu n'as rien vu venir. Le sourire de Von s'estompa légèrement. Denzel se tourna vers Mélodie. J'espère que tu es heureuse. Je le pense vraiment. J'espère que tous ces vêtements de marque, ces restaurants chics et tout ce qu'ils t'offrent combleront le vide laissé par ton cœur. Denzel. Mélodie tendit la main vers lui. Il recula. Non. C'est fini. Pour de bon cette fois. Il jeta un dernier regard à l'argent éparpillé sur le sol. Gardez-le. Faites-vous plaisir. Considérez-le comme un cadeau de mariage. Il se retourna et se dirigea vers la sortie. Tu vas le regretter, lui lança Mélodie. Et pourtant, tu seras là, seul, en difficulté, à souhaiter ne pas avoir lutté davantage. Denzel s'arrêta, se retourna. J'ai lutté pendant 10 ans, Mélodie. J'ai cumulé 3 emplois. J'ai sacrifié mon sommeil, ma santé et mes propres rêves pour te permettre de réaliser les tiens. Si ça, ce n'est pas se battre avec autant d'acharnement, alors rien ne le sera jamais. Il franchit les portes vitrées. Derrière lui, il entendit Von dire « Sécurité, ramassez cet argent par terre ». Ça donne une image négligée de l'endroit. Denzel continua son chemin. Au moment même où il sortait du bâtiment, une Mercedes noire s'arrêta devant le trottoir. Une femme vêtue d'un tailleur élégant orné de perles africaines en descendit, suivie de 2 hommes habillés de la même façon. Ils passèrent devant Denzel et entrèrent dans le bâtiment. Denzel ne s'en est pas aperçu. La tête baissée, les épaules affaissées, il avait le dos tourné. Si vous pensez que Denzel a enfin fait son deuil et que Mélodie est sur le point de réaliser ce qu'elle a perdu, laissez un commentaire disant « Trop tard ». Alors que Denzel tourne la page sur son passé, un événement majeur se profile à l'horizon. Abonnez-vous, car son karma va la rattraper. Les papiers du divorce sont arrivés par coursier 4 jours plus tard. Denzel les fixa du regard pendant 1 heure avant d'ouvrir l'enveloppe. Demande de divorce. Makati contre Makati. Leur nom, côte à côte, mettait officiellement fin à ce qu'ils avaient commencé avec tant d'espoir. Il lut les termes juridiques. Mélodie ne demandait rien. Pas de pension alimentaire, pas de partage des biens. Rupture nette. Comme si leur mariage n'avait jamais existé. Et il y avait un mot sur la dernière page, écrit de la main de Mélodie, signez ces documents et déposez-les au cabinet de mon avocat. Mettons fin à tout cela discrètement. Denzel prit un stylo, signa chaque page aux endroits indiqués par les onglets jaunes. C'était fait. Il appela Ebony. « Salut », répondit-elle. « Comment ça va ?»
J'ai signé les papiers. Silence à l'autre bout du fil. Alors, comment te sens-tu? Engourdi? C'est normal? Tu as besoin de compagnie? Non, je crois que j'ai juste besoin de dormir. D'accord, mais appelle-moi si ça change. Tout va bien? Tout va bien. Il raccrocha. Il fixa les papiers signés. À la fin de son mariage, il ne restait plus qu'une pile de documents juridiques. Il n'arrivait pas à dormir. À minuit, il a rappelé Iboni. « Tu n'arrives pas à dormir ?» demanda-t-elle, sans jugement dans la voix. « Non. Tu veux que je vienne? On peut parler. Ou regarder une émission stupide à la télé. Ou rester simplement assis en silence. Faites ce dont vous avez besoin. Tu ferais ça? Denzel, je travaille dans la gestion de crise. J'ai accompagné des gens dans des situations bien pires qu'un divorce. En plus, je suis en congé demain. Je n'ai rien de prévu. D'accord, dit Denzel à voix basse. Oui, si ça ne te dérange pas. Donnez-moi 20 minutes. Elle est arrivée en survêtement et sweat à capuche, un sachet de pop-corn pour micro-ondes à la main et une pile de DVD. J'ai pillé la collection de ma mère, a-t-elle dit en brandissant les DVD. On a un prince à New York, Friday, The Wood, ou si vous voulez quelque chose de complètement différent, Matrix. Vous avez apporté Matrix? Parfois, il faut voir Keanu Reeves en action pour se rappeler que la vie continue. Malgré tout, Denzel a souri. Matrix, ça sonne bien. Ils s'installèrent sur le canapé. Iboni à une extrémité, Denzel à l'autre. Une distance respectueuse les séparait. Mais au fur et à mesure que le film se déroulait, cette distance diminua peu à peu. À la moitié du film, ils étaient assis si près que leurs épaules se touchaient. « Je peux te poser une question ?» demanda Denzel lors d'une scène calme. « Bien sûr. Pourquoi fais-tu ça? Tu ne me dois rien. » Iboni resta silencieuse un instant. « Tu me rappelles mon grand frère. » Denzel se tourna vers elle, surpris. « Pas de façon bizarre, » précisa rapidement Iboni. « Juste. Il était comme toi, travailleur, loyal, prêt à tout pour toi, et sa femme en a profité. Elle l'a exploité émotionnellement et financièrement. Quand il est finalement parti, il était anéanti, et je l'ai vu se reconstruire petit à petit. Cela a pris des années. Où est-il maintenant? Remarié, heureux, il vit à Atlanta avec une femme qu'il apprécie vraiment. » Iboni sourit doucement. Mais je me souviens de son expression juste après le divorce. Ce même regard perdu que tu as. Et je ne veux pas que tu traverses ça seul. Personne ne devrait. Denzel ne savait pas quoi répondre. En plus, ajouta Iboni d'un ton plus léger, tu es plutôt agréable compagnie. Ah, quand tu ne t'en prends pas aux gentilles vieilles dames. Denzel a vraiment ri. Je me suis excusée auprès de Madame Gray et je lui ai apporté des fleurs. Bien. Elle t'a probablement pardonné immédiatement. C'est le cas. Ils terminèrent le film. Iboni se leva pour partir. Merci d'être venu, dit Denzel. Je sais qu'il est tard. N'importe quand. Sérieusement. Iboni se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Salut, je joue vendredi soir. Au Velvet. Tu devrais venir. Ça te changerait les idées pendant quelques heures. Tu es artiste? Tu chantes, par exemple? Elle secoua la tête. Je danse. Devant son air surpris, elle ajouta rapidement, pas de cette façon. Je ne suis pas stripteaseuse, je danse, c'est tout. Je danse normalement. Habillée. C'est mon travail à temps partiel. Je n'en avais jamais parlé auparavant. Elle se gratta la tête. Oh, dit simplement Denzel. J'ai encore du mal à imaginer que sa danse soit autre chose qu'une stripteaseuse. Bon, je vais essayer. Elle a hoché la tête. Sans vouloir vous mettre la pression, l'offre est là. Après son départ, Denzel resta assis dans l'appartement silencieux et réalisa quelque chose. Il n'avait pas pensé une seule fois à Mélodie en présence d'Iboni. Ce vendredi soir-là, Denzel a failli ne pas y aller. Mais rester seul dans son appartement, plongé dans ses pensées, lui paraissait pire que d'affronter une boîte de nuit bondée. Le Velvet était un endroit chic. Un éclairage agréable, un système de sonorisation professionnel, et des agents de sécurité qui vérifiaient les cartes d'identité. Rien à voir avec l'endroit miteux qu'il avait imaginé. Il a trouvé une table au fond et a commandé de l'eau. Le barman, un homme d'une trentaine d'années au regard bienveillant, jeta un coup d'œil au visage de Denzel et dit « La première tournée est pour toi, mec. On dirait que tu en as besoin. » Je ne bois pas, l'eau est toujours gratuite. Il fit un clin d'œil et s'éloigna. À 22h, les lumières s'éteignirent. La musique a commencé. Quelque chose de doux et de profond.
Et Ebony est montée sur scène. Denzel en resta bouche bée. Elle était métamorphosée. Cheveux lâchés en boucles naturelles, vêtue d'une tenue noire qui mettait en valeur sa silhouette athlétique, elle se déplaçait avec une grâce presque hypnotique. Chaque geste était délibéré, chaque pas maîtrisé. Elle dominait la scène, la salle, captivait l'attention sans même la réclamer. À la fin de sa prestation, la foule explosa d'applaudissements. Elle rejoignit Denzel à sa table, un peu essoufflée, rayonnante de satisfaction après une prestation réussie. « Qu'en as-tu pensé ?» demanda-t-elle. « Tu es incroyable », répondit Denzel sincèrement. « Vraiment doué. Tu as déjà pensé à en faire ton métier ? C'est professionnel, a ri Ebony. Mais à temps plein ? Non, c'est juste pour payer mes études. Ma véritable passion, c'est le travail social, aider les gens. Tu es doué pour ça aussi. Merci, sourit Ebony. Alors, comment allez-vous ? Vraiment ? Mieux ? Moins bien ? Les deux ? Je ne sais pas. C'est sincère. C'est à ce moment-là qu'une femme s'est approchée de la table. Une jeune femme d'une vingtaine d'années, sublime, vêtue d'une robe qui laissait peu de place à l'imagination. Elle dévisageait Denzel comme s'il était un repas. « Salut », murmura-t-elle en s'appuyant sur la table. « Vous êtes seul ? » Avec une amie, répondit sèchement Denzel en désignant Ebony. « Elle ne m'en voudra pas si je vous invite à danser une fois, n'est-ce pas ?» La femme se mordit la lèvre. « Un homme comme vous ne devrait pas rester assis toute la soirée. Ça ne m'intéresse pas. Allez, juste une danse. Je te promets que tu ne le regretteras pas. » Il a dit que ça ne l'intéressait pas, intervint Ebony d'une voix ferme. La femme lui jeta à peine un regard. « Je lui parle à lui, pas à toi. »« Et ça ne l'intéresse pas ?» répéta Ebony. « Alors, circulez. » La femme leva les yeux au ciel et s'éloigna en marmonnant quelque chose. Une fois partie, Ebony se tourna vers Denzel. « Ça va ? » « Oui, mais je n'ai pas envie de tout ça. Tu es toujours obsédé par Mélodie ?» Denzel y réfléchit. « Non, je crois que je ne suis tout simplement pas prête. À quoi que ce soit. Avec qui que ce soit. C'est normal. La guérison prend du temps. » Ils sont restés encore 1 heure, à discuter. De tout et de rien. Ebony lui parla de sa formation en travail social et de son rêve d'ouvrir son propre cabinet un jour. Denzel lui raconta son enfance en famille d'accueil, les familles bienveillantes et celles qui ne l'avaient pas été. Pour la première fois depuis des semaines, Denzel se sentait plus léger. Lorsqu'ils quittèrent le club vers minuit, Ebony l'accompagna jusqu'à sa voiture. « Merci d'être venu, dit-elle. Ça fait plaisir de voir un visage familier dans la foule. Merci de m'avoir invité. J'en avais besoin. » Ils restèrent un instant immobiles, à se regarder. « Denzel » dit doucement Ebony. « Je peux te dire quelque chose sans que tu le prennes mal. » « Bien sûr. Tout ira bien. Je sais que tu n'en as pas l'impression maintenant, mais tu es forte. Plus forte que tu ne le crois. Et un jour, tu repenseras à tout ça et tu seras content que ce soit fini. Parce que ça a permis d'avancer vers quelque chose de mieux. Tu en as l'air très sûr. »« Oui. » Ebony sourit. « Parce que j'ai vu comment cette histoire se termine. Ceux qui survivent à un chagrin d'amour ne se contentent pas de guérir. Ils s'épanouissent. Et je pense que tu vas t'épanouir, Denzel Msekoti. » Il voulait la croire. 1 semaine plus tard, Denzel travaillait sous une Chevy Malibu quand Jamal l'appela, dit « Quelqu'un veut te voir. » Denzel sortit de sous la voiture, s'attendant à un client. C'était Mélodie. Elle se tenait dans le garage, l'air complètement déplacé dans ses vêtements de marque et ses talons hauts. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré. « Mel ?» Denzel se leva lentement en s'essuyant les mains avec un chiffon. « Que faites-vous ici ? Je dois vous parler. Nous n'avons rien à nous dire. J'ai signé les papiers. C'est terminé. Voilà ce dont je voulais vous parler. » Mélodie jeta un coup d'œil aux autres mécaniciens, qui l'observaient avec intérêt. « On peut aller quelque part en privé. » Denzel la conduisit au bureau de Jamal et ferma la porte. « Que veux-tu, Mélodie ? » « J'ai fait une erreur, dit-elle, les larmes ruisselant sur ses joues. Une énorme erreur. Et j'ai besoin que tu me pardonnes. » Denzel la fixa du regard. « Quoi ? J'ai annulé le mariage. Avec Vaughn. J'ai démissionné. J'ai réalisé que je ne l'aimais pas. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé. » Denzel eut l'impression d'avoir reçu un coup de poing. « Toi ? Quoi ? J'ai été stupide et égoïste, j'ai laissé l'argent et le statut obscurcir mon jugement. Mais ces 2 dernières semaines sans toi ont été un enfer, Denzel.
Je n'arrive pas à manger. Je n'arrive pas à dormir. Je ne fais que penser à toi. À nous. À propos de ce que nous avions. Elle s'approcha, tendant la main vers lui. Il la laissa faire, trop choqué pour se dégager. S'il vous plaît, supplia Mélodie. Donnez-moi une autre chance. Je ferai mieux. Je t'apprécierai. Je ne te tiendrai plus jamais pour acquis. S'il te plaît, ne signe pas ces papiers. Ne nous tuez pas. Denzel était en pleine effervescence. C'était incompréhensible. Il y a 2 semaines, elle avait regardé droit dans les yeux et lui avait dit qu'il ne lui suffisait pas. Et maintenant, soudain, elle le voulait de nouveau? Pourquoi? Demanda-t-il. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai réalisé ce que j'ai perdu, répondit Mélodie. Parce que j'ai regardé ma vie sans toi et que j'ai vu à quel point elle était vide. Parce que je t'aime. Tu m'aimes maintenant, dit Denzel lentement. Mais il y a 2 semaines, tu ne pouvais pas me supporter. Qu'est-ce qui a changé, Mélodie? Moi, j'ai changé, je m'en suis rendu compte. Qu'a fait Vaughn? Interrompit Denzel. Il t'a largué? Tu as découvert qu'il te trompait aussi? Non, répondit Mélodie en secouant violemment la tête. Ça n'a rien à voir avec Vaughn. Je l'ai quitté, je t'ai choisi. Denzel retira ses mains. J'ai besoin de temps pour digérer ça. D'accord, prends tout le temps qu'il te faut. Mélodie essuya ses larmes. Je peux rentrer à l'appartement? Je ne te demanderai rien. Je dormirai sur le canapé. Je veux juste être près de toi, pour te montrer que j'ai changé. Tous les instincts de Denzel criaient que quelque chose n'allait pas. Mais une partie de lui, celle qu'il aimait depuis 10 ans, voulait la croire. Très bien, dit-il malgré lui. Tu peux revenir, mais nous ne serons plus ensemble. Tu dormiras sur le canapé et nous discuterons vraiment. Oui, Mélodie l'a serré dans ses bras. Merci infiniment. Je te promets que je vais arranger ça. Ce soir-là, Denzel rentra du travail et découvrit l'appartement transformé. Mélodie avait tout nettoyé, préparé le dîner, tous ses plats préférés, et mis une musique douce. Elle portait des vêtements simples, un jean et un t-shirt, sans maquillage, les cheveux attachés en queue de cheval. Elle ressemblait à la Mélodie dont il était tombé amoureux. « J'ai préparé ton plat préféré, » dit-elle timidement. « Du poulet jerk, du riz et des pois, des bananes plantains, comme tu l'aimes. » Ils ont dîné. Elle lui a demandé comment s'était passée sa journée, a ri à ses histoires, semblait sincèrement intéressée. C'était agréable, familier, comme un retour à la maison. Après le dîner, elle a rangé pendant qu'il prenait sa douche. Quand il est sorti, elle était sur le canapé avec une couverture et un oreiller. Il avait clairement fait comprendre qu'il n'était pas prêt à partager à nouveau son lit. « Bonne nuit, Denzel, » dit-elle doucement. « Merci de m'avoir donné une chance. » Pendant les 2 jours suivants, Mélodie fut parfaite. Elle préparait tous les repas, nettoyait l'appartement, faisait son linge, était douce et attentionnée, bref, tout ce qu'il aimait chez elle. Mais il y avait des choses étranges. Elle ne le laissait pas regarder les informations. « C'est trop déprimant, chérie, concentrons-nous sur nous. » Elle n'arrêtait pas de lui prendre son téléphone quand il avait le dos tourné. « Tu es toujours dessus. Soyons pleinement présents l'un à l'autre. » Elle ne voulait pas qu'il aille travailler. « Prends quelques jours de congé. Je suis vraiment désolée. » Et, chose suspecte, elle évitait systématiquement de parler de l'actualité. Elle se moquait de ce qui s'était passé ces 2 dernières semaines, et des raisons exactes de son changement d'avis. Les soupçons de Denzel s'intensifièrent. Le 3e matin, il se réveilla tôt alors que Mélodie dormait encore sur le canapé. Il avait besoin d'air, besoin de voir Ebony, besoin de comprendre ce qui se passait. Il a pris ses clés et s'est éclipsé discrètement. Si le changement radical de Mélodie vous paraît suspect et que vous vous demandez ce qu'elle a découvert à propos de Denzel, laissez un commentaire avec vos hypothèses et n'oubliez pas de liker. La révélation que Denzel est sur le point de vous bouleverser. Abonnez-vous, car la reine est sur le point de retrouver son fils. Le matin était frais, le soleil commençait à peine à se lever sur Chicago. Denzel marchait sur Stony Island Avenue, les mains dans les poches, essayant de comprendre. Pourquoi Mélodie était-elle vraiment revenue? Qu'est-ce qui avait changé? Ou bien était-il tellement perdu dans ses pensées qu'il a failli ne pas voir la scène? Une Rolls-Royce Phantom était garée sur le bas-côté, 4 hommes en costume de luxe l'entouraient, l'air visiblement frustrés. Mais ce sont les costumes qui ont attiré l'attention de Denzel. Ils étaient impeccables, manifestement très chers. Mais leurs vêtements présentaient des détails d'inspiration africaine, des perles aux poignets, des motifs tissés dans le tissu, et non un style américain. Un des pneus était crevé. Aucun des hommes ne semblait disposé à salir ses vêtements. Denzel ralentit.
Il y avait quelque chose de presque comique dans la situation. Des riches trop chics pour changer un pneu. Il allait reprendre sa marche quand l'un des hommes leva les yeux et se figea. Cet homme massif, d'au moins 1,95 m, bâti comme un boxeur professionnel, fixa Denzel d'un air de pure stupeur. Puis, il se retourna brusquement et dit quelque chose aux autres hommes dans une langue que Denzel ne comprenait pas. Ils se retournèrent tous, arborant la même expression de stupéfaction. Denzel sentit les poils de sa nuque se hérisser. Pourquoi le fixait-il ainsi? Besoin d'aide? Demanda-t-il d'une voix prudente. Le grand homme sembla sortir de sa torpeur. Vous connaissez les voitures? Son accent était prononcé, peut-être sud-africain. Je suis mécanicien, répondit Denzel. Je peux changer $100. Les hommes échangèrent des regards rapides et significatifs que Denzel ne put déchiffrer. 200, dit le grand homme. Quoi? $200 pour changer un pneu? Denzel cligna des yeux. C'était beaucoup trop cher pour un simple changement de pneu. Mais s'ils étaient prêts à payer. Marché conclu, dit Denzel. Il s'approcha et posa son sac. Les hommes s'écartèrent, mais continuèrent de le fixer. Cela le mettait mal à l'aise. Ça va? Demanda Denzel. Tu me regardes comme si j'avais deux têtes. Pardonnez-nous, dit l'un des autres hommes, avec un accent sud-africain. Tu nous rappelles quelqu'un? Oui, qui? Les hommes échangèrent un nouveau regard, sans répondre. Bizarre, mais bon. Denzel se mit au travail. Il ne vit pas deux des hommes se précipiter vers la fenêtre de la voiture. Il ne les entendit pas parler avec urgence dans ce qui ressemblait à du zoulou pour quelqu'un à l'intérieur. Il changea le pneu rapidement, machinalement. 15 minutes, grand maximum. C'est fini, dit-il en se levant et en s'essuyant les mains. C'est bon. Le colosse sortit un portefeuille et en sortit 2 cents en billets tout neufs. Au moment où Denzel s'apprêtait à prendre l'argent, son téléphone sonna. Il répondit machinalement, glissant le téléphone entre son épaule et son oreille. Allô? Denzel, c'est Ebony. Ça va? Tu n'as pas appelé hier soir. Ça va, je suis sorti pour l'instant, mais je te rappelle. Tout en parlant, il se tourna légèrement. Sa veste bougea et le col de sa chemise s'abaissa juste assez pour dévoiler le bord de la marque sur son omoplate. Les yeux du grand homme s'écarquillèrent. Il saisit l'épaule de Denzel, d'une main ferme mais pressante, et abaissa davantage le col pour voir la marque en entier. Et Denzel se recula brusquement. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais l'homme n'écoutait pas. Il fixait la cible comme s'il avait vu un fantôme. Il se tourna ensuite vers la voiture et parla rapidement en zoulou. La portière arrière de la Rolls-Royce s'ouvrit et la reine Nolutando Métambu en sortit. Elle était à couper le souffle. Grande, d'une allure royale, vêtue d'un tailleur crème orné de perles zoulou traditionnelles. Ses cheveux étaient élégamment coiffés, mais ce sont ses yeux qui ont captivé Denzel. Sombre, intense, emplie d'une émotion indéfinissable. Elle s'approcha lentement de lui, comme si elle craignait qu'il ne disparaisse. « Kani, c'est là ?» murmura-t-elle. « Quoi ?» Denzel recula d'un pas. « Madame, je ne sais pas ce que c'est que votre marque, dit-elle d'une voix tremblante. Sur votre épaule, puis-je la voir? Oh non, que se passe-t-il? Je vous en prie, supplia la reine, les larmes aux yeux. Je vous en prie, laissez-moi la voir, c'est tout ce que je demande. Il y avait quelque chose dans sa voix, désespérée, suppliante, mais aussi impérieuse, qui fit hésiter Denzel. Malgré ses réticences, il abaissa son col pour montrer la marque. La reine porta instinctivement la main à sa bouche. Des larmes coulaient sur son visage. « C'est toi ?» murmura-t-elle. « Après 25 ans, mon fils, c'est étrange, mais c'est toi. »« Quoi ?» Denzel releva brusquement son col. « Madame, je ne sais pas dans quel film vous croyez jouer, mais je ne suis pas votre fils. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans, dans un accident de voiture. Elle s'appelait Tondi, dit la reine. Elle était infirmière. Elle vous a sauvé la vie quand vous aviez 6 mois. On vous a fait venir d'Afrique du Sud sur un cargo pour vous protéger. » Denzel sentit un frisson le parcourir. « Comment connaissez-vous son nom ?» demanda-t-il. « Parce qu'elle travaillait pour moi, » répondit la reine. « Elle était votre infirmière. La femme qui m'a aidé à vous mettre au monde. Et quand les soldats sont venus vous tuer pendant le coup d'État, elle s'est enfuie. Elle t'a sauvé, et elle n'est jamais revenue. C'est dingue, dit Denzel en reculant. C'est toi le fou, pas moi. Je suis juste mécanicien, je ne suis personne. Tu n'es pas n'importe qui, dit la reine en s'approchant de lui. Tu es le prince Kanyasilam Tambu.
Tu es le prince héritier du royaume Zoulou, et tu es mon fils. Denzel n'arrivait pas à y croire. Prince? Royaume? Cette femme était folle. Gardez l'argent, lança-t-il en leur jetant les billets. Je m'en vais. Il se retourna et courut. Attendez, cria la reine derrière lui. Je vous en prie, je vous cherche depuis 25 ans. Mais Denzel ne s'arrêta pas. Il courut vers son appartement, le cœur battant la chamade, l'esprit hurlant que ce qui venait de se passer était impossible. Une reine, un prince, lui, impossible. Il fit irruption dans son appartement, essoufflé. Mélodie leva les yeux du canapé, surprise. Denzel, qu'est-ce qui se passe? Où étais-tu passé? Une folle m'a dit que j'étais un prince, dit Denzel en faisant les 100 pas. Elle a dit que j'étais son fils, que j'étais de sang royal sud-africain. Elle connaissait le nom de Tandy. Comment connaissait-elle le nom de Tandy? Le visage de Mélodie pâlit, et à cet instant, Denzel le comprit. Elle n'était pas surprise, elle était terrifiée. Mel, dit lentement Denzel en se tournant complètement vers elle. Pourquoi ça ne te surprend pas? Moi, je suis surpris, c'est dingue. Non, dit Denzel d'une voix plus basse. Tu n'es pas surpris, tu es nerveux. Pourquoi es-tu nerveuse, Mélodie? Denzel, tu es paranoïaque. Tu étais au courant? Demanda Denzel, la voix s'élevant. C'est pour ça que tu es revenu? Non, je suis revenu parce que je t'aime. Menteur, rugit Denzel. Tu mens, ça se voit sur ton visage. Le téléphone de Mélodie sonna. Elle regarda l'écran et pâlit encore davantage. Qui est-ce? Demanda Denzel. Personne. Denzel lui arracha le téléphone des mains, le nom de Vaughn s'affichait à l'écran. Réponds, dit Denzel en mode haut-parleur. Denzel, non, ne réponds pas, les mains tremblantes, Mélodie répondit et mit le haut-parleur. Mélodie, lança la voix de Vaughn, furieuse et amère. Je sais que tu es partie parce que tu l'as découvert. Ces gens de la famille royale sont venus à mon bureau pour se renseigner sur Denzel, sur un homme qui a grandi dans une famille d'accueil à Englewood. Et vous avez fait le rapprochement, n'est-ce pas? Denzel sentit le monde basculer. Alors, le mécanicien fauché pour qui tu m'as quitté se révèle être un prince, poursuivit Vaughn, chaque mot empreint de venin, un héritier du trône, qui vaut bien plus que je ne vaudrai jamais rien. Bien sûr que tu es retourné vers lui. Tu es pathétique, Mélodie, une opportuniste vénale. Denzel a raccroché. Le silence dans l'appartement était assourdissant. Tu le savais, dit Denzel d'une voix douce. Tu as découvert que je suis de sang royal, et c'est pour ça que tu es revenu. Denzel, s'il te plaît, depuis combien de temps? La voix de Denzel fit trembler les murs. Depuis combien de temps le sais-tu? Le jour où tu es venu à mon travail, murmura Mélodie. Les membres de la famille royale sont venus au bureau de Vaughn. Ils posaient des questions sur toi. Vaughn a compris, et tu l'as quitté, tu es revenu vers moi, non pas par amour, mais parce que tu as découvert que je suis riche. Ce n'est pas vrai, s'écria Mélodie. Je t'aime. Tu aimes ce que je vaux. Denzel prit son téléphone et commença à faire défiler son écran. J'ai ouvert un article de Forbes sur le royaume Zoulou, sur le prince héritier Kanyezila, disparu il y a 25 ans. Il y avait une photo, une image vieillie montrant à quoi le prince disparu pourrait ressembler aujourd'hui. Denzel l'a fixé du regard, et la ressemblance était frappante. Mon Dieu, murmura-t-il. C'est vrai, tout est vrai. Denzel, écoute-moi, s'il te plaît. Sors. Lança Denzel en désignant la porte. Sors de chez moi. Je t'aime, vraiment. Oui, je l'ai découvert, mais ça m'a juste fait réaliser ce que j'avais gâché. S'il te plaît, Denzel, s'il te plaît. On frappa bruyamment à la porte pour l'interrompre. Denzel ouvrit la porte. La reine Nolutondo se tenait là, entourée de sa suite. Derrière eux, des voisins se rassemblaient dans le couloir, téléphone en main, en train de filmer. Je vous en prie, dit doucement la reine. Je vous en prie, donnez-moi juste une chance de m'expliquer, de vous le prouver, un test ADN. C'est tout ce que je demande. Laisse-moi te prouver que tu es mon fils. Denzel regarda la reine, Mélodie, et vit sa vie entière s'effondrer. Très bien, dit-il, un test ADN, mais en attendant, je ne crois pas un mot de tout ça. La reine sourit à travers ses larmes. C'est tout ce que je demande. Denzel est passé de mécanicien à prince en une matinée, et les manigances vénales de Mélodie viennent d'être révélées. Si vous pensez qu'elle est sur le point de tout perdre, laissez un commentaire avec le mot « karma ». Abonnez-vous, car la suite vous révélera ce qui arrive à un prince déchu qui retrouve son trône. Croyez-moi,
Vous ne voulez surtout pas rater ce que Denzel fera de sa nouvelle identité. Le test ADN a duré 6 heures, en procédure accélérée. 6 heures que Denzel a passé dans une suite de l'hôtel Langham, occupant tout le dernier étage, sous la surveillance de l'équipe de sécurité de la reine. 6 heures passées en face d'une femme qui prétendait être sa mère, à écouter un récit digne d'un film. Votre père était le roi Jabari Montambu, dit la reine Nolutando d'une voix assurée malgré les larmes qui coulaient parfois sur ses joues. Un homme bon, un dirigeant fort, mais certains convoitaient le pouvoir, pensaient pouvoir mieux gouverner. Elle lui montra des photos sur sa tablette. Un homme grand et robuste, au regard bienveillant et à la mâchoire carrée, semblable à celle de Denzel Washington. Le coup d'État a eu lieu quand tu avais 6 mois, poursuivit-elle. Ils sont arrivés la nuit, ont tué ton père, puis sont venus te chercher. Mais Tandy, la courageuse et loyale Tandy, t'a prise dans ses bras et s'est enfuie. Elle connaissait le palais mieux que quiconque, elle connaissait les voies d'évasion. Elle vous a emmené au port et sur un cargo avant que quiconque puisse l'en empêcher. Et vous ? Demanda doucement Denzel, ses premiers mots depuis 1 heure. J'ai survécu de justesse, blessé. Mes fidèles se sont ralliés et ont riposté. En 2 ans, nous avons reconquis le trône et exécuté tous les traîtres impliqués. Mais à ce moment-là, Tandy était parti, vous étiez parti. J'ai mobilisé mes hommes pour fouiller tous les ports du monde, en Amérique, en Europe, en Asie, partout, pendant 25 ans. Pendant 25 ans, la reine l'a confirmé, je n'ai jamais cessé, je n'ai jamais abandonné, car une mère sait. Même quand tout le monde me disait que tu étais probablement morte, je le savais. Je savais que tu étais vivante quelque part. Denzel scruta son visage, cherchant la moindre trace de mensonge. Tout indiquait qu'il s'agissait d'une supercherie élaborée. Mais il ne voyait que chagrin et espoir, et un amour si ardent qu'il avait survécu à un quart de siècle de recherche. La marque sur mon épaule, demanda Denzel, qu'est-ce que c'est ? Lizzie Langu, répondit la reine, le bouclier et la lance, la marque du prince héritier. On le remet à l'héritier le jour de son baptême, un rituel de scarification traditionnel. Tu avais 1 semaine, tu n'as pas versé une seule larme. Elle sourit à ce souvenir, mais tu as été courageux. Même dans ces conditions, vous avez fait preuve de courage. Sizwe, le chef de la sécurité, entra dans la pièce. Votre Majesté, voici les résultats. Un silence pesant s'installa. La reine ouvrit l'enveloppe d'une main tremblante, lut le document, puis ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, les larmes coulèrent à flots. Correspondance à 99,9%, murmura-t-elle. Tu es mon fils, tu es mon Canizel. Denzel eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Tout était vrai. Il n'était pas simplement Denzel Makati, mécanicien d'Anglewood. Il était le prince Canizel Intambu, prince héritier, successeur au trône. J'ai besoin d'air, dit-il en se levant brusquement. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, répondit la reine, prenez tout le temps qu'il vous faut. Mais Canizel, Denzel, l'interrompit-il. Je m'appelle Denzel, c'est qui je suis depuis 27 ans. Je ne sais pas être quelqu'un d'autre. La douleur traversa le visage de la reine, mais elle acquiesça. Denzel donc, pour l'instant. Denzel sortit sur le balcon. La silhouette de Chicago s'étendait devant lui, la ville qui avait été son univers entier. La ville où il avait lutté, survécu et bâti sa vie de ses propres mains. Et maintenant, il était censé être... Quoi ? Un prince ? Son téléphone vibra. Ebony. Salut, ça va ? Tu n'as pas répondu depuis 2 jours. Je commence à m'inquiéter. Denzel fixa le message. Puis il l'appela. Dieu merci, répondit Ebony. J'allais signaler votre disparition. Où étiez-vous ? C'est compliqué. Denzel, que se passe-t-il ? Et ne dites rien, je l'entends à votre voix. Tu peux me rejoindre ? Navy Pier, dans 30 minutes. J'arrive dans 20 minutes. Elle était là en 15 minutes, Ike portait un jean et une veste en cuir. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, elle avait l'air soucieuse, belle et si parfaitement normale que Denzel eut envie de la prendre dans ses bras. Bon, parle, dit Ebony. Que se passe-t-il ? Et où est Mélodie ? J'ai vu sa voiture chez toi hier. Elle est revenue, dit Denzel. Elle voulait une autre chance, je l'ai laissée rester. Denzel, elle mentait, poursuivit-il. Tout était un mensonge. Elle a découvert quelque chose sur moi et est revenue à cause de ça. Découvert quoi ? Denzel prit une profonde inspiration. Que je suis de sang royal sud-africain, un prince. Ebony le fixa du regard. Pardon ? Je sais ce que ça donne comme impression. Vous me dites que vous êtes un prince, un vrai de vrai ?
Apparemment, oui, il y a eu un coup d'État quand j'étais bébé. Ma nourrice m'a sauvée, m'a amenée ici et m'a élevée jusqu'à sa mort. Ma mère biologique, une reine, me cherche depuis 25 ans. On m'a retrouvée grâce à cette séance photo. Un test ADN l'a confirmé aujourd'hui. Ebony s'est assise sur un banc, absorbée par ses pensées. Alors Mélodie a découvert que tu étais prince et elle voulait soudainement te récupérer. Exactement. Quelle manipulation. Ebony a lancé un sort. Je vais la tuer. Mettez-vous en rang. Ils restèrent assis en silence un instant, à contempler le lac. Qu'en penses-tu ? Demanda Ebony. Cette histoire de prince. Je suis terrifiée, confuse et en colère de l'apprendre ainsi. Furieux que Mélodie le sache avant moi. Furieux qu'il se soit arrêté. Je ne sais pas comment être un prince, Ebony. Je suis mécanicien. Je répare des voitures. J'ai grandi en famille d'accueil, nourrissant gratuitement avec des aliments provenant d'un chariot. Je ne connais rien au royaume ni au trône, mais toi, tu connais le travail acharné. Ebony l'interrompit. La loyauté. Il s'agit pourtant de traiter les gens avec respect, quel que soit leur statut. Voilà ce qui fait un bon leader. Vous semblez croire que j'en suis capable. Je crois que tu peux accomplir tout ce que tu entreprends. Ebony le regarda. La question est, que veux-tu ? Je ne sais pas. Oui, tu l'as. Tu as juste peur de le dire. Denzel y a réfléchi. Je veux savoir d'où je viens, qui était mon père, ce qui s'est passé. Je veux rencontrer ma famille, découvrir ma culture, comprendre cette marque sur mon épaule. Il marqua une pause. Mais je ne veux pas me perdre. Je ne veux pas devenir quelqu'un que je ne suis pas. Alors ne le fais pas, dit simplement Ebony. Sois Denzel qui se trouve être un prince, et non un prince qui était Denzel. Tu le fais paraître simple. Ce n'est pas simple, mais c'est simple, et il y a une différence. Ebony lui donna un coup d'épaule. Alors, quel est le plan ? Ma mère veut que je vienne en Afrique du Sud, que je découvre le royaume, que je rencontre la famille et que je devienne prince héritier. Ça me paraît un bon plan. Et Chicago ? Et, il s'arrêta. Et toi ? Chicago sera toujours là, dit Ebony, et moi aussi. Si tu as besoin de partir pour te découvrir, alors vas-y. Mais ne laisse pas la peur t'empêcher d'accomplir ton destin, Denzel. Tu as passé ta vie à te demander d'où tu venais. Maintenant, tu as l'occasion de le découvrir. Viens avec moi, dit soudain Denzel. Les yeux d'Ebony s'écarquillèrent. Quoi ? Viens avec moi en Afrique du Sud. Je n'y connais personne. Je ne sais pas comment me débrouiller dans ce monde. Mais toi, tu es intelligente et forte, et tu ne te laisses pas faire. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de quelqu'un qui me voit comme Denzel, pas comme une couronne. Denzel, je ne peux pas tout plaquer et partir en Afrique comme ça. Pourquoi pas ? Tu as dit toi-même que tu étais presque diplômé. Vous pouvez terminer en ligne, et je m'occupe de tout. Vol, frais, tout ce dont vous avez besoin. Je sais que ce n'est pas une question d'argent. Il s'agit de demander à quelqu'un en qui j'ai confiance de m'aider à traverser la chose la plus terrifiante que j'ai jamais eu à faire. S'il vous plaît. Ebony scruta son visage. Tu es sérieuse, très sérieuse. Elle y réfléchit longuement. Puis, d'accord. Oui, d'accord, mais je n'y vais pas en tant qu'employée ni en tant que bénéficiaire de votre charité. J'y vais en tant qu'amie, et je paie moi-même. Ebony, c'est tout. À prendre ou à laisser. Denzel sourit, un vrai sourire, pour la première fois depuis des jours. Marché conclu. Ce soir-là, Denzel rentra et trouva Mélodie en train de préparer le dîner, fredonnant comme si de rien n'était. Elle se retourna en entendant la porte. « Tiens, j'ai fait des lasagnes, ton plat préféré. » Enfin, ma version. Je sais qu'elle n'est pas aussi bonne que... Je croyais t'avoir dit de partir ? Fais tes valises, dit Denzel d'une voix douce. Le sourire de Mélodie s'estompa. Quoi ? Fais tes valises. Tu dois partir, maintenant. Denzel, si c'est à propos de l'appel de Vaughn, je peux t'expliquer. Il n'y a rien à expliquer. Vous avez entendu dire que je pourrais être de sang royal, et vous êtes revenu en courant. C'est tout. C'est toute la vérité. Ce n'est pas juste. Les yeux de Mélodie se remplirent de larmes. Oui, je l'ai découvert. Mais cela m'a fait prendre conscience de ce que j'avais perdu. Cela m'a fait réaliser à quel point j'avais été stupide. Tu as vu un salaire plus élevé, interrompit Denzel. C'est tout ce que tu as vu. Si le test ADN avait été négatif, tu serais parti dès le lendemain matin. Ne m'insulte pas en faisant semblant du contraire. Je t'aime. Tu aimes ce que tu penses que je vaux maintenant, la voix de Denzel s'éleva. Il y a 2 semaines,
je ne valais pas la peine qu'on se batte pour moi. J'étais une honte. J'étais indigne de toi. Mais maintenant que je suis prince, est-ce que je mérite qu'on revienne me chercher? On fait tous des erreurs, s'écria Mélodie. On peut changer d'avis. J'essaie de réparer mes erreurs. Tu ne peux rien y faire, Mélodie. Tu as brisé quelque chose d'irréparable. Tu m'as regardé droit dans les yeux et tu as nié me connaître. Tu as laissé Vaughn m'humilier. Tu m'as quitté pour de l'argent. Et si tu es là aujourd'hui, c'est uniquement parce que tu as découvert que j'ai plus d'argent que Vaughn n'en aura jamais. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Denzel s'approcha, sa voix devenant menaçante. Si je n'étais encore qu'un simple mécanicien, si ce test ADN disait que je n'étais personne, seriez-vous là maintenant? Le silence de Mélodie était accablant. C'est bien ce que je pensais, dit Denzel. Fais tes valises, tu as 10 minutes. Où suis-je censé aller? Je m'en fiche, chez Vaughn, chez ta mère, à l'hôtel, n'importe où sauf ici. Denzel, s'il te plaît. Mélodie lui attrapa le bras, il se dégagea. Ne me touche pas. Tu as perdu ce droit en choisissant un manoir plutôt qu'un mariage. Mélodie resta là, les larmes ruisselant sur ses joues, et sembla réaliser pour la première fois qu'elle l'avait vraiment perdu. Je suis désolée, murmura-t-elle. Je sais que je ne mérite pas ton pardon, mais je suis tellement désolée. Je te crois, dit Denzel. Je crois que tu es désolée, mais les excuses ne réparent pas ce que tu as cassé. Les excuses n'effacent pas l'humiliation. Tes excuses ne me feront plus te faire confiance. Alors, garde tes excuses et tes larmes de crocodile et fiche le camp de chez moi. Quelque chose dans sa voix, définitif, absolu, inébranlable, fit comprendre à Mélodie que c'était fini. Elle attrapa son sac de voyage et y fourra des vêtements d'une main tremblante. Arrivée à la porte, elle se retourna une dernière fois. Quand tu seras roi, vivant dans un palais, entouré de richesses et de pouvoir, j'espère que tu te souviendras que je t'aimais quand tu n'avais rien. Tu ne m'as jamais aimé quand je n'avais rien, dit Denzel froidement. Tu m'as toléré, c'est différent. Maintenant, va-t'en. Mélodie partit, la porte se referma et Denzel se sentit plus léger qu'il ne l'avait été depuis des semaines. 3 jours plus tard, à l'aéroport international O'Hare, Denzel se tenait dans le terminal privé, observant le Gulf Stream se préparer pour son vol vers l'Afrique du Sud. La reine Nolutando s'approcha, élégante comme toujours, mais son regard était chaleureux. « Tu es prêt, mon fils ?» Denzel tressaillit, puis lui lança un regard d'excuse. « Je m'y habitue encore, dit-il. À ce truc de mon fils. Je sais, nous avons le temps. » Elle lui serra le bras. « Je ne te presserai pas, mais je suis si heureuse que tu rentres à la maison. Je viens vous rendre visite, corrigea Denzel. Chicago reste ma maison. » La reine sourit, pour l'instant. Ebony arriva, portant 2 sacs, vêtue de vêtements confortables pour le voyage, mais toujours élégante. « Votre Majesté, » dit-elle en esquissant une légère révérence. « Appelez-moi Nolutando, je vous prie, » répondit chaleureusement la reine. « Tous les amis de mon fils sont comme de la famille. Merci pour l'invitation, Nolutando. Denzel vous apprécie beaucoup. Il dit que tu as été son pilier dans tout ce chaos. Juste en étant un ami. L'amitié n'est jamais anodine, a déclaré la reine. C'est désormais l'un des plus précieux cadeaux de la vie. Elle regarda Denzel d'un air entendu, puis sourit. On embarque? Le vol était surréaliste. Denzel n'avait jamais pris l'avion, et encore moins un jet privé à 70 millions de dollars avec siège en cuir, cuisine équipée et chambre. Ebony s'installa en face de lui, les yeux écarquillés. « C'est dingue, » murmura-t-elle. « Je te comprends. » Tandis que l'avion décollait, Denzel regarda Chicago disparaître sous ses yeux. La ville qu'il avait façonnée. La ville où il avait lutté et survécu. Il ne savait pas s'il pourrait un jour la quitter vraiment. Mais il était prêt à découvrir qui il était né pour devenir. Johannesburg, Afrique du Sud, 3 semaines plus tard. Le palais n'était pas ce à quoi Denzel s'attendait. Il avait imaginé quelque chose d'ancien et de traditionnel. Mais le domaine royal de Métambu offrait un mélange époustouflant d'architecture zoulou traditionnelle et de luxe moderne. D'élégantes rondelles côtoyaient des bâtiments contemporains. De magnifiques jardins abritaient des plantes indigènes. De l'art partout, traditionnel et moderne, célébrant la culture zoulou. C'était époustouflant. Votre père en a conçu une grande partie, lui dit la reine tandis qu'il se promenait dans le parc. Il croyait qu'il fallait honorer notre passé tout en embrassant notre avenir. Denzel découvrait peu à peu l'histoire de son père. Le roi Jabari était aimé de tous. Un réformateur qui avait modernisé le royaume tout en préservant ses traditions. Un homme qui avait fait construire des écoles et des hôpitaux, qui avait combattu la corruption,
qui croyait fermement que l'éducation était la clé du succès de son peuple. « Il serait si fier de vous, dit la reine. Il ne me connaît même pas. Je te connais, et tu lui ressembles tellement. » La force tranquille, cette loyauté, cette capacité à écouter plus qu'à parler, mais dont l'attention se faisait sentir lorsqu'on prenait la parole. Denzel apprenait aussi le zoulou. Il avait des cours de langue tous les matins. C'était difficile, les clics et les intonations étaient totalement différents de tout ce qu'on pouvait entendre en anglais, mais il était déterminé. Il apprenait l'histoire, la culture, le réseau complexe de relations et d'obligations liées à son statut de membre de la royauté. Et il apprenait à se connaître lui-même. Ebony avait accepté un poste au sein du département des affaires sociales du royaume, où elle participait à l'élaboration de programmes pour les enfants vulnérables. Elle s'y investissait avec l'enthousiasme qui la caractérisait. Elle se voyait tous les jours, parfois pour déjeuner ou dîner. Parfois, elle l'entraînait de force dans des centres communautaires ou des écoles. Parfois, il se contentait de se promener dans le domaine et de discuter. « Tu changes », remarqua Ebony un soir, tandis qu'il contemplait le coucher du soleil sur la vallée. Changement positif ou négatif? Le changement, tout simplement. Vous avez davantage confiance en vous. Votre attitude a changé. Mais tu es toujours toi. C'est bien? C'est parfait, dit Ebony, et quelque chose dans sa voix fit se tourner Denzel vers elle. Elle contemplait le coucher du soleil, son profil magnifique dans la lumière dorée, et Denzel sentit quelque chose changer en lui. Depuis quand était-elle devenue plus qu'une amie? Depuis quand son sourire faisait-il battre son cœur plus vite? Depuis quand l'idée de son départ était-elle devenue insupportable? « Eben, dit-il doucement. Elle se tourna vers lui. « Oui, je. » Il s'arrêta. « N'allez pas trop vite. Ne compliquez pas les choses. Elle est là en amie. Ne gâche pas tout. »« Quoi ?» demanda-t-elle. « Rien, juste merci d'être là, de m'avoir soutenue pendant tout ce temps. » Une lueur a brillé dans ses yeux. De la déception peut-être, mais elle a souri. À tout moment. 2 mois plus tard, Denzel se tenait dans la grande salle, vêtu pour la première fois des habits traditionnels zoulous, peau de bête, perles, boucliers et lances cérémonielles. Il se sentait à la fois ridicule et puissant. « Tu as l'air d'un guerrier, dit Sizwe d'un ton approbateur, comme ton père. » Le lendemain avait lieu sa présentation officielle au royaume. Pas un couronnement, pas encore, juste une présentation. « Voici votre prince héritier. Voici l'héritier que nous pensions avoir perdu. » Denzel était terrifié. Cette nuit-là, il ne put dormir. Il erra dans le parc du palais à minuit. Il trouva Ebony dans les jardins, assise près de la fontaine, contemplant les étoiles. « Tu n'arrives pas à dormir non plus ?» demanda-t-il en s'asseyant à côté d'elle. « J'ai trop de choses en tête, » admit-elle. « Tu veux en parler? On m'a proposé un poste permanent ici. Directeur des services de protection de l'enfance. Une opportunité incroyable. Une somme qui peut changer une vie. Une véritable opportunité de faire la différence. C'est formidable, Ebony. Félicitations. Il y a juste un problème. Lequel? Je dois décider si je veux rester définitivement en Afrique du Sud ou retourner à Chicago. Mon contrat avec le club court encore sur 6 mois. Denzel sentit son cœur se serrer. Et vers quoi penches-tu? Ça dépend. De quoi? Ebony se tourna complètement vers lui. À toi, Denzel. À la question de savoir si tu restes ou si tu repars. À la question de savoir si. Elle s'arrêta, sembla rassembler son courage. Quant à savoir s'il y a une raison pour que je reste après avoir terminé mon travail, le cœur de Denzel battait la chamade. Ebony, je sais que c'est compliqué, dit-elle rapidement. Je sais que tu traverses une période difficile. Je sais que tu te remets encore de ta rupture avec Mélodie. Mais j'ai besoin de savoir si je me trompe. Si ces derniers mois n'ont été pour toi qu'une simple amitié, dis-le-moi. Parce que si je reste, ce ne sera pas uniquement pour le travail. Ce n'est pas qu'une amitié, a dit Denzel, les mots lui échappant avant qu'il ne puisse les retenir. Je ne sais pas quand ça a changé, mais ça a changé. Entre le moment où tu as failli me renverser et maintenant où tu es devenu tout pour moi. La personne à qui je veux parler quand il m'arrive quelque chose. La personne dont l'opinion compte le plus. La personne que je... Il s'arrêta, reprit son souffle. Je suis en train de tomber amoureux de toi, Ebony. Je suis peut-être déjà tombé amoureux de toi. Et ça me terrifie, parce que et si c'était trop tôt? Et si je me remettais d'une rupture? Et si je gâchais tout parce que je ne sais pas comment m'y prendre? Le sourire d'Ebony était radieux. Non, tu crois qu'il y a une bonne façon de faire? Denzel, la vie ne fonctionne pas comme ça. Parfois, la bonne personne arrive au pire moment. Parfois,
On les rencontre au moment où ils manquent de nous renverser sur la route. Parfois, ils nous aident à nous reconstruire après qu'une autre personne nous a brisés. Elle s'est rapprochée. Je ne suis pas Mélodie. Je me fiche des couronnes, des palais et de votre fortune. Je suis tombée amoureuse de Denzel, le mécanicien, qui avait le cœur trop brisé pour remarquer ma chute. Et je suis toujours sous le charme de Denzel, le prince, qui cherche encore sa voie. Je ne sais pas qui je suis, a-t-il avoué. Je suis entre deux mondes, et je ne sais pas où est ma place. Alors, débrouille-toi, dit Ebony. Mais sache que où que tu ailles, quoi que tu décides de devenir, je veux être là, si tu veux bien de moi. Denzel regarda cette femme qu'il avait vue dans ses pires moments et qui était restée, qu'il avait mis à l'épreuve et soutenue, et qui ne l'avait jamais traité comme un être fragile. Je t'accepterai, dit-il doucement, mais je dois être honnête. Ma mère souhaite que je devienne roi, un jour. Pas maintenant, elle régnera encore des années, mais elle m'y prépare. Et si j'accepte cela, cela signifie rester ici, construire ma vie ici. Je ne peux pas te demander de tout abandonner. Ce n'est pas toi qui demandes, c'est moi qui choisis. Ebony lui prit la main, mais j'ai besoin de temps. Laisse-moi finaliser le contrat avec le club, encore 6 mois. Laisse-moi m'assurer que c'est du sérieux et pas juste un coup de tête. Si au bout de 6 mois on est toujours d'accord, on verra ce qui se passera ensuite. 6 mois, répéta Denzel, 6 mois. Et Denzel, pas de pression, pas d'attente. On verra bien où ça nous mène, d'accord ? Marché conclu. 6 mois plus tard, de retour à Chicago, Ebony, le cœur battant, se tenait en coulisses au Velvet. Son patron venait de lui annoncer qu'un client VIP avait demandé une prestation exclusive, payée pour toute la soirée, une somme rondelette. Elle en avait besoin. Ses prêts étudiants contractés pour terminer ses études l'écrasaient, et ce seul contrat lui permettrait de couvrir 3 mois de mensualité. Mais elle était nerveuse. Les clients VIP peuvent être imprévisibles. Tu vas y arriver, a dit son patron. Il a expressément demandé à te voir, il t'a sûrement déjà vu jouer. Les projecteurs s'allumèrent. Ebony ne pouvait pas voir la section VIP. Elle était volontairement plongée dans l'obscurité pour préserver l'intimité. Elle se mit à danser et, au gré de ses mouvements, elle pensa à Denzel. Elle était revenue à Chicago 2 semaines auparavant pour finaliser quelques papiers, régler les derniers détails. Denzel était toujours en Afrique du Sud, où il préparait son couronnement dans 3 mois. Ils s'étaient parlé tous les jours pendant 6 mois. Des appels vidéo qui duraient des heures. Des messages à des heures indues à cause du décalage horaire. Une relation fondée sur la conversation et la confiance, et la certitude que ce qu'ils avaient était réel. Ebony sourit en plein spectacle, se souvenant de leur dernier appel. « Tu me manques » avait dit Denzel. « Le palais me paraît vide sans toi. Je reviens bientôt » avait-elle promis. 2 semaines maximum. Du carré VIP, une voix grave et familière la fit sursauter. « À qui penses-tu pour avoir ce sourire ?» Ebony se figea, interloquée par cette voix. Le client se leva et s'avança dans la lumière. Grand, athlétique, vêtu d'un costume impeccablement taillé qui coûtait probablement plus cher que sa voiture. Tresse africaine fraîche, barbe naissante, yeux sombres et intenses rivés sur elle. « Denzel. C'était moi ?» demanda-t-il en s'approchant d'elle lentement, délibérément, comme un homme qui connaissait parfaitement l'effet qu'il produisait. Ebony eut le souffle coupé. « Oui » parvint-elle à articuler. « Oui, c'était toi. » Il était tout près maintenant, juste devant elle. Je ne pouvais pas attendre 2 semaines. Je comprends. Et je ne pouvais pas faire ma demande en mariage par appel vidéo. Le cœur d'Ebony s'est arrêté. Demande en mariage ? Denzel lui prit la main. Ces 6 derniers mois, tu as été mon point d'ancrage, mon repère, celle qui me permet de garder les pieds sur terre quand tout me paraît irréel. Tu m'as vu comme Denzel le mécanicien et comme Denzel le prince, et tu as aimé les deux. Du moins, je l'espère. Oui, murmura Ebony. Tant mieux, parce que je t'aime, Ebony Richardson. J'aime ta force, ton caractère bien trempé et la façon dont tu me remets les idées en place quand je me prends trop la tête. J'aime que tu te fiches des couronnes et des palais. J'aime que tu choisisses d'être avec moi, non pas pour ce que je possède, mais pour ce que je suis. Il s'est agenouillé, a sorti une bague magnifique, élégante, ornée d'un diamant entouré de perles et d'or, selon la tradition zoulou. Je vais être roi, a déclaré Denzel. Dans 3 mois, je serai couronné, et je te veux à mes côtés. Non pas comme sujet, non pas comme employé, mais comme partenaire, ma reine, mon épouse. Ebony sentit des larmes couler sur ses joues. Je sais que c'est beaucoup demandé, poursuivit Denzel. Je sais que cela signifie quitter Chicago,
quitter la vie que tu as construite. Mais je te promets de faire en sorte que chaque jour soit parfait et que tu ne le regrettes jamais. Je te promets de t'honorer, de te respecter, de t'aimer tel que tu es. Je te promets d'être l'homme que tu m'as aidé à devenir. Alors, Ebony Richardson, veux-tu m'épouser? Ebony tomba à genoux devant lui et prit son visage entre ses mains. Oui, dit-elle, riant et pleurant à la fois. Oui, je veux bien t'épouser. Je serai ta partenaire, ton casse-pied, ton rappel à la réalité, et ta femme, dans cet ordre. Denzel rit, d'un rire de pur bonheur, et l'embrassa. Toute l'équipe du club a éclaté en applaudissements. Ebony avait oublié qu'ils avaient un public. Elle a reculé en riant. Tu viens de me faire ta demande en mariage dans une boîte de nuit. Je t'ai fait ma demande là où on a vécu notre premier vrai moment, corrigea Denzel. Là où tu m'as dit que tout irait bien, là où tu m'as fait croire que je pouvais surmonter un chagrin d'amour, ça me semblait tout à fait approprié. Tu es tellement romantique, rien que pour toi. Il glissa la bague à son doigt, elle lui allait parfaitement. Alors, demanda Ebony, quand est-ce que je pourrai enfin voir ce palais où je vais apparemment habiter? Pourquoi pas maintenant? L'avion m'attend. Bien sûr que oui. Ebony secoua la tête en souriant. Tu as vraiment fait tout ce chemin juste pour me demander en mariage. J'ai fait tout ce chemin pour toi, dit simplement Denzel. Je traverserai les océans pour toi, Ebony, à chaque fois. 3 mois plus tard, royaume de Métambu, Afrique du Sud. Le couronnement fut un spectacle grandiose, une cérémonie traditionnelle mêlée à des festivités modernes. Des milliers de personnes venues de tout le royaume et du monde entier. Des caméras retransmettaient l'événement à des millions de personnes. Denzel, paré de ses atouts royaux, écoutait la bénédiction zoulou, acceptant la couronne et les responsabilités qui en découlaient. Une fois la cérémonie terminée, devenu officiellement le roi Kanyesi-Lantambu, il contempla son peuple et ressentit toute la gravité de son rôle. À ses côtés se tenait Ebony, vêtue d'une robe somptueuse mêlant élégance occidentale et éléments traditionnels zoulous, portant sa propre couronne de future reine. Il se sentit alors prêt. Aux portes du palais, un taxi s'arrêta. Mélodie en descendit, un sac de marque à la main, vêtue d'une tenue élégante, comme si elle avait dépensé une fortune pour ce voyage. « Je suis venue voir le roi Kanyesi », déclara-t-elle aux gardes d'un ton impérieux. Ils la regardèrent, impassibles. « Vous avez un rendez-vous » demanda un garde. « Je n'ai pas besoin de rendez-vous, je suis quelqu'un d'important pour lui. Dites-lui que Mélodie est là, il voudra me voir. » Les gardes échangèrent un regard. « Attendez ici. » Mélodie attendit, encore et encore. 1 heure plus tard, un conseiller royal s'approcha. Pas Denzel, pas même quelqu'un d'important, juste un fonctionnaire de rang intermédiaire au palais. Il portait une boîte. « Madame Washington, dit-il d'un ton formel, Sa Majesté vous l'a envoyé. » Les yeux de Mélodie s'illuminèrent. « Il l'a fait? Qu'est-ce que c'est ?» Elle ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait un chèque d'1 million de dollars, plusieurs lingots d'or d'une valeur d'au moins 1 million de plus, et une lettre écrite de la main de Denzel. Les mains de Mélodie tremblaient pendant sa lecture. « Mélodie, merci d'avoir été mon premier amour. Malgré la façon dont ça s'est terminé. Et j'ai tiré de précieux enseignements de notre temps passé ensemble. J'ai appris à reconnaître le véritable amour en voyant ce à quoi il ne ressemble pas. Tu m'as appris que l'amour conditionnel est voué à l'échec. Cette personne qui ne vous apprécie que pour ce que vous pouvez lui apporter partira dès que quelqu'un d'autre offrira davantage. Un véritable partenariat implique de choisir l'autre dans ses moments les plus difficiles, et non de le célébrer uniquement dans ses meilleurs moments. Je te pardonne. Non pas parce que tu mérites le pardon, mais parce que garder rancune ne fait que me blesser. Tu as fait tes choix en fonction de tes valeurs. Je ne peux pas changer tes valeurs. Je peux seulement garantir que je ne compromettrai plus jamais les miens. L'argent dans cette boîte est le remboursement de ma dette envers votre mère. Elle m'a nourri quand j'avais faim. Elle m'a réchauffé quand j'avais froid. Elle a cru en moi et en mon potentiel alors que je n'avais rien. Elle a été bienveillante envers moi sans rien attendre en retour. Malheureusement, sa fille n'a pas hérité de cette qualité. J'espère que vous utiliserez cet argent à bon escient. Construisez quelque chose d'utile. Aidez quelqu'un comme votre mère m'a aidé. Ou dépensez tout en choses qui, au final, n'ont aucune importance. Le choix vous appartient. Mais comprenez bien ceci, aucune somme d'argent ne vous donnera accès à ma vie. Ni les larmes, ni les excuses, ni les déclarations d'amour ne changeront ce qui s'est passé. Tu as fait ton choix en niant me connaître. En choisissant Vaughn plutôt que notre mariage. En ne revenant qu'après avoir compris que j'avais de la valeur. Je te souhaite le meilleur, Mélodie. J'espère que tu trouveras ce que tu cherches vraiment. Mais je n'en fais pas partie.
Puisse la paix vous accompagner. Kanyasilam Tambu, roi du royaume zoulou. Mélodie fixa la lettre, les larmes coulant sur ses joues. Non, hurla-t-elle. Non, je ne veux pas ça. Je le veux, lui. Je veux le voir. Je veux lui parler. Elle a tenté de forcer le passage devant les gardes. Ils l'ont bloqué sans effort. Denzel, cria-t-elle au palais. Denzel, je t'en prie, je t'aime. Je suis désolée, parlez-moi, s'il vous plaît. Aucune réponse. Le palais demeurait silencieux et magnifique, totalement insensible à ses larmes. Madame, dit doucement le conseiller, je dois vous demander de partir. Vous avez reçu le présent de Sa Majesté. C'est tout ce que vous recevrez. Je ne veux pas son argent, sanglota Mélodie. Je le veux, lui. Alors vous auriez dû le vouloir quand il était mécanicien, répondit simplement le conseiller. Maintenant, veuillez partir sans faire de bruit, sinon les gardes vous escorteront. Mélodie resta là, sanglotant, serrant la boîte contre elle. Finalement, elle retourna en titubant au taxi. Mais même en pleurant, même en hurlant qu'elle ne voulait pas de cet argent, une fois dans le taxi, elle serra la boîte contre sa poitrine comme si c'était la chose la plus précieuse au monde. Car au fond, c'était tout ce qu'elle avait toujours vraiment voulu, cet argent. Le taxi s'éloigna et les cris de Mélodie s'estompèrent au loin. 6 mois plus tard, le mariage royal. Le royaume n'avait jamais rien vu de tel. L'union du roi Kanizel et d'Iboni Richardson mêlait tradition zoulou et célébration moderne. 3 jours de festivités, de musique et de danse, de festins et de joie. Denzel, vêtu d'une tenue de mariage traditionnelle, se tenait à l'autel et regardait Iboni remonter l'allée. Elle était à couper le souffle. Sa robe était une création époustouflante, blanche ornée de délicates broderies de perles zoulou, rendant hommage aux 2 cultures qu'elle unissait. Ses cheveux, naturels, étaient coiffés d'accessoires traditionnels. Elle arborait le plus beau sourire qu'il ait jamais vu. Quand elle l'eut rejoint, elle murmura « Tu as l'air terrifiée. » « J'épouse une femme bien au-dessus de mon niveau, » murmura-t-il en retour. « J'ai le droit d'avoir peur. Heureusement que j'aime les défis. » La cérémonie était magnifique. Des coutumes de mariage zoulou traditionnelles mêlées à des vœux modernes. Quand ce fut au tour de Denzel de parler, il prit les mains d'Iboni. « Tu m'as sauvé la vie, » dit-il simplement. « Pas seulement ce jour où tu as failli me renverser, même si ça a aussi compté. » La foule a ri. Tu m'as sauvé la vie en me montrant ce qu'est le véritable amour. En me choisissant alors que je n'avais que douleur et confusion. En restant quand les choses se sont compliquées. Sa voix s'est faite plus forte. Je promets de t'honorer chaque jour. T'écouter, même quand tu me dis des choses que je ne veux pas entendre. Respecter tes rêves autant que les miens. Bâtir un royaume non seulement pour notre peuple, mais pour nous tous. Un partenariat fondé sur la confiance, le respect et un amour sincère. Je promets de ne jamais te faire sentir inférieur. De célébrer ta force au lieu de la craindre. Être ton partenaire en tout point. Il lui serra les mains. Et je te promets de rester l'homme dont tu es tombée amoureuse. Mécanicien obstiné devenu prince désorienté, puis roi un peu moins désorienté. Car ce voyage n'a été possible que grâce à toi. Iboni pleurait. Des larmes de joie. À ton tour, dit doucement Denzel. Je suis censé faire pareil? Iboni rit à travers ses larmes. Bon, on y va. Elle prit une inspiration. Denzel, tu étais un vrai désastre quand on s'est rencontrés. La foule a ri de nouveau. Littéralement, debout dans la rue, indifférente à votre sort. Et je me suis dit, ce type a clairement besoin d'aide. Je n'imaginais pas qu'en t'aidant, je m'aiderais aussi. Tu m'as appris que la force ne se résume pas à l'indépendance. C'est aussi savoir s'ouvrir aux autres. Quand faut-il se montrer vulnérable? Quand faut-il admettre qu'on ne peut pas y arriver seul? La voix d'Iboni s'adoucit. Tu m'as ouvert ton cœur au pire moment de ta vie. Tu m'as confié ta douleur. Et ce faisant, tu m'as appris à faire confiance moi aussi. J'ai promis d'être toujours honnête avec toi. De te dire quand tu fais l'idiot. Encore des rires. Pour soutenir tes rêves, même quand ils m'effraient. Pour être ta partenaire, ta confident, ta meilleure amie et ta plus grand fan. Je te promets de t'aimer autant en jean et t-shirt qu'avec ta couronne. Voir Denzel l'homme, pas seulement le roi. Construire une vie avec toi, une vie authentique, chaotique et magnifique. Elle sourit à travers ses larmes. Et j'ai promis de vous garder humble. Car Dieu sait que quelqu'un doit l'être, votre majesté. Ils scellèrent leurs vœux par un baiser qui déclencha une explosion de joie dans la foule. Et tandis que le nouveau roi et la future reine se tournaient vers leur peuple, Denzel ressentit quelque chose d'inédit, la plénitude.
Non pas grâce à la couronne, ni à la richesse, ni au royaume. Mais à cause de la femme à ses côtés. La femme qu'il avait choisie. La femme qui avait vu sa valeur quand il était incapable de la voir lui-même. Alors que la nuit tombait sur le royaume, Denzel repensait à son parcours. De famille d'accueil à mécanicien, puis prince et enfin roi. Du chagrin à la guérison, jusqu'au bonheur. Et il a compris la leçon la plus importante de toutes. Votre valeur ne se mesure pas au regard des autres. Elle ne réside ni dans votre titre professionnel, ni dans votre compte en banque, ni dans votre situation amoureuse. Ta valeur est intrinsèque. Elle réside dans ton caractère, ton intégrité, la façon dont tu traites les autres lorsqu'ils sont impuissants. Mélodie ne voyait pas sa valeur lorsqu'il était pauvre, car elle la mesurait en argent et en statut social. Mais c'était sa limite, pas la sienne. Sa valeur, elle, n'a jamais changé. Seules les circonstances l'ont révélée. Ceux qui vous aiment vraiment reconnaîtront votre valeur même dans les moments les plus difficiles. Ils ne se contenteront pas de vous célébrer dans vos moments de gloire. Ils vous choisiront dans l'épreuve, pas seulement dans le succès. On vous connaîtra par votre nom quand vous serez concierge, pas seulement en vous saluant quand vous serez roi. Et si quelqu'un ne vous désire qu'après avoir découvert votre valeur, c'est qu'il ne vous a jamais vraiment désiré. Il vous laisse ce que vous pouviez lui apporter. Ce n'est pas de l'amour. C'est de l'intérêt. Le véritable amour, celui qu'a manifesté Iboni, voit la personne, la choisit, la valorise quelles que soient les circonstances extérieures. Et n'oubliez pas, la personne qui vous abandonne dans les moments difficiles n'était pas faite pour être là quand vous réussissez. Laissez-la partir. La bonne personne, celle qui vous correspond, finira par apparaître dans le chaos et choisira de rester. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre principale leçon. Était-ce une réflexion sur la confiance en soi? Sur la différence entre l'amour véritable et l'amour intéressé? Sur le pouvoir guérisseur du chagrin d'amour? Faites-moi part de vos impressions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé. D'ici là, n'oublie pas ta valeur, garde ta place et ne laisse jamais personne te rabaisser.